Internet, bonjour. Et oui, on y est presque, c'est bientôt la fin. Bonjour Nodus. Bonjour. Comment vas-tu? Mais moi je vais trop bien. Quel épisode Quel épisode épisode incroyable. Mon Quel- deuxième. Est-ce que c'est mon premier préf ou mon deuxième préf? Tu préfères le dîner Buntaro Blackthorn ou... En Est-ce vrai, que- c'est le meilleur épisode, je Est-ce pense. que le 5 ou est-ce que le 9? Mais bref, on va en parler. Moi ça va très bien. T'as l'air en forme, je sais que tu nous as préparé quelques surprises, mais aussi Bah, de j'ai- nombreuses recherches. J'ai fait des recherches historiques parce qu'on est toujours sur un souci de journalisme et de véracité historique. Donc, Mais aussi peut-être de création musicale. Non, Voilà, pas pour tellement. vous teaser un petit peu. Bonjour Internet, si vous débarquez, moi c'est Mimi Hegel. Je parle de beaucoup de choses en ligne et notamment de séries télé. Et je suis accompagnée pour parler de Shogun, la série dispo sur Disney+, qui nous plonge dans le Japon féodal de l'ère Edo, de Valentin Sebo, alias Nodus. Oh, tu m'as Valentin Sebo Je encore. t'ai Valentin Sebo, mais Non, non, mais mais- j'aime bien dire ton blaze quand même, rendre à César ce qui Non, appartient mais à écoute, César. Tu très n'es pas bien. qu'un pseudo à mes yeux. Valentin François, c'est beau. Si tu veux tout savoir. C'est toi qui l'as dit. Je t'aurais pas personnellement Ah, mais affiché, mais c'est bien T'as d'assumer. fait une tête, genre on dirait François, c'est un prénom de merde quoi, genre. C'est pas. Moi, tu vois, c'est Myriam Alix. Bah, j'aime bien Alix, c'est sympa Bah, quoi. ça aurait pu François, être, c'est ça aurait bon. pu être Valentin Agathon qui était le prénom de mon arrière-grand-père. Bah, Quel- j'aurais peut-être trouvé ça plus cool. Mais tu peux pas faire une tête comme ça quand je te dis François et le prénom Agathon, genre ça t'excite quoi. Désolé, c'est pas J'ai possible. pas dit que ça m'excite, j'ai dit qu'au moins c'est original. François, c'est genre François Hollande, tu vois. Bref. On parlera de prénoms, bien sûr, car c'est ta spécialité dans ce débrief de Shogun, épisode 9, Crimson Sky. Valentin, tu es journaliste indépendant. On peut retrouver tes contenus sur Twitch, sur Patreon. Tout à fait. Et dans divers médias, voilà, suivez-le sur les réseaux pour ne rien rater de ses publications. Moi, vous pouvez aussi me suivre via le lien dans la description. Est-ce que tu as une actu à mettre en avant, quelque chose? Non, même pas. C'est toujours secret? Bah, c'est toujours la même chose que la semaine dernière, mais voilà, je me suis Très bien. un petit peu reposé devant Shogun finalement. Entre autres. C'était pas très reposant comme épisode, on va pas se mentir. En vrai, c'était trop bien. Mais bon, bref, on va en reparler. Moi, j'ai une actu rapidement, hein, je vous fais la petite promo. Si vous vous intéressez à tout ce qui est écriture et storytelling, je vous en avais déjà parlé, j'ai créé un projet autour de l'écriture avec Kalindi Rampfel, autrice et scénariste de talent, qui s'appelle Le Cas. À la base, c'était des ateliers d'écriture en petit comité où Kalindi apprenait aux gens à écrire une nouvelle en 4 séances, amazing. Et on a développé maintenant des masterclass, donc des séances uniques avec quelqu'un qui vient parler d'un aspect spécifique de l'écriture. À l'heure où ce podcast sort, nous sommes le jour de la première masterclass qui aura lieu ce 18 avril au soir avec Quentin Zution, auteur de bande dessinée qui va venir parler d'autofiction. Oh. Et petit exclu, sachez que la prochaine masterclass aura lieu le 30 avril au soir et qu'on recevra Marie Gray, éditrice chez JC Lattès, éditrice notamment de Kalindi Rampfel Oh là là. elle-même, qui va venir répondre à toutes vos questions sur l'édition, à savoir comment négocier un contrat, comment ça marche les droits d'auteur, comment valoriser mon manuscrit, comment avoir une chance de pas finir en bas de la pile, tout ça, c'est son métier et elle va venir vous en parler. Ça coûte 30 € seulement et le lien est dans la description. Dernière petite annonce, la semaine prochaine c'est la fin de Shogun, c'est dommage. Non, Mais non. c'est aussi du Non. coup un épisode Non. exceptionnel Non, de ce s'il te plaît, débrief de Shogun, puisqu'il aura lieu le 24 avril au soir en live sur Twitch, sur ma chaîne MYMYHGL, et qu'on ne sera non pas un, non pas deux, mais trois autour du micro, car on recevra Marie Kigai, streameuse de talent, productrice aussi, et passionnée du Japon, un peu plus que toi en vrai, pour de vrai. Bon, alors, par calmons-nous, exemple, quand elle y a même. déjà été depuis plusieurs fois, quoi. depuis 9 semaines, je suis quand même pas mal C'est passionné. vrai, hein. tu as rattrapé ton retard. Ouais. Marie est une collaboratrice qu'on adore, une bonne amie, un bon con. Ça va être très rigolo, vrai. je pense, de C'est- débriefer le tout final est de vrai. Shogun avec elle. Ce sera donc le 24 avril en live sur Twitch et vous pourrez retrouver l'épisode en podcast, bien sûr, Elle fait juste après. Elle fait une très bonne imitation de Mariko d'ailleurs. Voilà, je dis pas ça pour la jeter sous le bus. Elle nous a envoyé un audio qui est juste elle qui dit Mariko. C'est bizarrement terrifiant. On va donc parler de Shogun épisode 9. On va spoiler tout ce qui s'est passé jusqu'ici dans la série Shogun. Personnellement, j'ai lu le livre. Il me reste plus énormément de choses que je pourrais vous spoiler parce que j'ai lu le livre, mais je vais bien évidemment pas le faire. Je veux qu'on profite Oh là là. tous et toutes de l'épisode 10. Et après tout, moi je savais ce qui se passe à la fin de cet épisode et je vous ai rien dit, je vous ai laissé kiffer, donc j'en suis capable. Petite spoiler alerte, c'est fait. Valentin, je te propose qu'on commence par le commencement et qu'on Mais fasse évidemment. le déroulé de cet épisode au fil de l'intrigue.
veux-tu te lancer? Mais attends, mais on fait pas la partie sans spoiler avant Ah pour oui, demander. pardon. Mais oui, non, Partie mais sans spoiler, t'en quand oublies même, à ma vie. t'en oublies tes manières. Oui, Qu'est-ce que t'as alors pour pensé une fois, c'est le conducteur le plus complet que j'ai fait de Oui, toute bah l'histoire voilà, de et ce bah, podcast. Et j'ai oublié de morale, noter. morale de l'histoire, il ne faut pas faire de conducteur. Écoute, ça Faut marchait jamais jusqu'ici. faire de conducteur. Si c'est pas cassé, pas besoin de le réparer. Je vais continuer à rien foutre. Oui, avis sans spoiler, du coup, tu disais, c'est peut-être devenu ton épisode préféré. Bah, je sais pas, parce que le 5 était quand même très bien. Mais là, le 9 est quand même très très bien. Le 5, c'était des problèmes domestiques. Le 9, Bon, le c'est... 5, il y a quand même un tremblement de terre et d'autres problèmes. C'est vrai, c'est il y vrai. a Je quand pensais même au dîner avec Ouais. Buntaro, mais qui prend quand même un Ouais. morceau, quoi. Donc non, c'était quand même... le 5 était un très bon épisode. Et là, le 9, enfin, on sent que tous les trucs qu'ils ont posés là ces derniers épisodes, ça commence enfin genre à Les pousser pièces quoi. Enfin, du puzzle s'assemblent. les pièces du puzzle s'assemblent tout à fait. Et ouais, enfin, c'est un épisode que j'ai trouvé trop bien en termes d'action, trop bien en termes de politique, trop bien en termes de retournement de situation. C'est une dinguerie. Et on a même rigolé un peu grâce à ce bon Yabushige qui Mais on- continue à être bizarrement le ressort comique de cette série. Moi, il n'y a pas que lui qui me fait rire. Il y a d'autres persos qui me font rire, notamment la coupe de Father Alvito là. Lui, sa coupe, elle me fait rire dès que je la vois. Dès qu'il enlève son chapeau Doritos là, directement, moi je rigole. Hop, crâne neuf. Non mais un délire. Il a la pire coupe de toute l'histoire de la télévision, je pense. Je pense qu'on a défini ça comme tête de coquetier devant Ouais. cet épisode et c'est plutôt vrai. Et toi, qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode Bah, j'ai 9? kiffé, bien sûr. J'ai kiffé. J'étais curieuse de. Donc, voilà. J'étais curieuse de voir ce qu'ils allaient adapter fidèlement ou pas par rapport au livre, puisque sur pas mal de sujets, notamment des personnages qui meurent dans le livre et pas dans la série ou l'inverse, ils ont dévié. Donc, j'étais pas sûre de savoir à quoi m'attendre. J'ai été émue, j'ai été surprise, j'étais hyper impliquée émotionnellement. J'étais Ouais, de vraiment en fou, mode mais- miniature de Mr Beast. Je pense que j'ai pas fermé la bouche pendant 22 minutes au moins. Et alors que, once again, j'ai quand même une bonne idée de l'intrigue. Et j'avais dit dans d'autres épisodes que, honnêtement, moi, la romance, je m'en fous. La romance Mariko Blackthorn, c'est pas quelque chose dans lequel j'étais impliquée émotionnellement. Eh bien, ça a changé cet épisode. Voilà. Et je pense que c'était important qu'on croie et qu'on soit impliqué dans cette romance, vu ce qui se passe, puisque c'est une grosse partie de l'épisode Mariko Blackthorn et leurs interactions. On peut le dire. Donc, je suis contente que j'ai réussi finalement à m'impliquer dans cette Zumba. Il y a pas que toi qui a réussi à t'impliquer. Tout le monde est Tout le monde est très impliqué. Allez, on va très vite vous spoiler si on continue. Donc, Oui. allons. Ah oui, et si quand même, citons le fait que Shogun, malgré le fait que ses showrunners ne veulent pas être comparés à Game of Thrones parce que c'est pas de la fantasy, a quand même retenu C'est la quand même Game mieux. of Thrones leçon de l'épisode 9. Oui. Genre, rappelez-vous qu'avant Game of Thrones, c'était souvent l'épisode final d'une saison où il se passait toutes les dingues, Breaking Bad, etc. Il y a plein de fins de saison où c'est là qu'il y a le cliffhanger, ou le drame, ou le combat, etc. Game of Thrones a un peu instauré avec Ned Stark dans la saison 1 cette tradition de non, c'est à l'avant-dernier épisode que ça part en vrille, et du coup, on a le final pour avoir les retombées. Ouais. Merci FX d'avoir suivi la Game of Thrones, le Game of Thrones Cookbook, parce que ça fonctionne. Après là, en vrai, les retombées, enfin, c'est pas fini. Hein. Là, l'épisode 10, je pense que Shogun, on n'est pas sûr de la retombée. On est sur. On parlera un petit peu à la fin de qu'est-ce que t'attends pour la suite et comment on boucle tout ça en 1h ou 1h10 d'épisode, quoi. Oui, c'est vrai qu'il reste. Non, mais c'est triste. Enfin, moi, ça commence à me manquer. Tu vois, c'est même pas terminé, ça commence déjà à me manquer. Ne pleure pas parce que c'est fini, sorry parce que c'est arrivé. Mais non, mais c'est dur. Une saison, c'est trop dur. En fait, t'as à peine Ils le temps ont de t'attacher. confirmé qu'il y aurait pas de enfin ils continuent en tout cas à dire qu'il n'y aurait pas de saison 2. Après il y a un beau succès et c'est pas impossible de continuer cette histoire d'une façon ou d'une autre. Il y a d'autres livres, ça peut être d'autres focus sur d'autres parties ou d'autres époques du Japon. On parlera dans le final de est-ce que c'est possible de faire une suite directe à Shogun ou pas, selon qu'est-ce qui se passe, quoi. Je commençais seulement à retenir les prénoms et là on me dit il y aura pas de saison 2, bah désolé mais ça sert à quoi de retenir les prénoms, enfin... Mais t'as appris plein de choses au fil de l'eau et tu vas nous apprendre plein de choses car rappelons que tu es officiellement notre expert Japon. Expert Japon, c'est moi, ouais. Les gens ont pu demander sur Instagram, sur mon compte Instagram, des sujets sur lesquels tu devais devenir spécialiste et nous éclairer, et moi je t'avais passé commande de comment ça se passe en termes de toilettes, car on ne parle jamais de WC, on voit des portes et des murs en papier. Et je t'avais apporté un corollaire de quid des menstruations aussi. Tout à fait, comment est-ce qu'on s'en sort. Je te propose de faire ça à la fin. Mais alors à la fin ou à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Est-ce que tu veux là comme ça en intermède entre la partie sans spoiler et la partie avec spoiler? Non. Nous faire un non, d'accord. Non. Partie avec spoiler. Le déroulé de l'épisode. Valentin, sur quoi s'ouvre cet épisode? La neige. Il neige de fou, c'est décembre, c'est l'hiver. Ou pas les frères. Et on voit une meuf et hop la caméra zoom et il s'avère que cette meuf c'est évidemment Mariko, mais Mariko il y a longtemps. Mariko quand même il y a 14 ans. Il a 14 ans. Un panneau. Et enceinte jusqu'au sourcil aussi.
Ah oui, j'avais complètement pas l'info que. Mais enfin, moi je savais que c'était à 14 ans et que du coup elle arrêtait pas de s'échapper et donc elle était rattrapée effectivement par les gardes, les gardes du royaume et que du coup ça les embêtait. Ils étaient là en mode bon, c'est quand même la troisième fois qu'elle s'échappe, là ça commence à être un peu chiant. Mais effectivement, j'avais oublié qu'à ce moment-là précis, elle a quand même une brioche dans le four. Ah ouais. Ah oui, Et, j'avais. le rice cooker est bien chaud. Et c'est pas inintéressant parce qu'on en reparlera, mais dans cet épisode, on revoit son fils. Je pense qu'on avait un peu tous oublié. Qui se souvient que Blackthorn a une femme et des enfants aussi, hein. Non mais. Et on avait un peu tous oublié l'enfant de Mariko et Buntaro, un jeune homme qui revient dans cet épisode. Et alors, je pense que j'avais dit dans le premier débrief, dans le bouquin, il est légèrement handicapé. Il a, je crois, une malformation Ok. au bras. Ce qui explique entre autres le fait que Buntaro soit très dur avec lui parce que non seulement son enfant, il est d'une lignée de traîtres puisque Mariko, son père, il s'est déshonoré. Ah ouais, non, et mais- en plus, c'est pas un homme, un vrai, tu vois. Dans la série, c'est transformé par Buntaro qui râle une fois ou deux sur Mariko en disant oh là là, lui raconte pas des histoires. Enfin, il faut que ce soit un homme et tout. Ouais, arrête ouais, de non, le mais- prouver, machin. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir non seulement ce rappel que Mariko, ça fait très longtemps qu'elle est prête à mourir, peut-être que ce sera utile pour la suite, et qu'elle était prête à mourir, y compris quand elle était enceinte jusqu'aux yeux, où on aurait pu se dire il pourrait y avoir un sursaut de vie ou une volonté d'au moins faire naître cet enfant. Pas du tout. Ce qui va être important, puisqu'on va voir un petit peu ses relations avec son fils dans cet épisode. Buntaro, il a vraiment rien à sauver, hein. Je suis désolé, mais frérot. Alors les gardes disent elle a été épargnée par son mari qui en gros lui a sauvé la vie et pourtant Oui, elle non, mais continue bon. à s'enfuir. Mais là Bon. quelqu'un vient lui offrir une raison de vivre Tout à peut-être. fait, et vient lui offrir Quelqu'un qui avait la même tête il y a 14 ans. exactement comme finalement. dans, Et la même coupe. comme dans Fast and Furious 2. On lui offre Too Fast, Too Furious. Too Fast, Too Furious, donc avec Ludacris, Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez et beaucoup d'acteurs et d'actrices. Mhm. On lui offre un crucifix à Mariko. Et on lui offre une sorte de. Voilà, Father Martin lui dit quand tu as besoin de quelque chose à serrer dans ta main, et il lui donne une sorte de Quand tu n'as pas les mots. Quand Oui, tu n'as plus de mots, voilà vers quoi te tourner. et il lui donne une sorte de chapelet crucifix que du coup elle va accrocher à son cou. Et jusqu'à aujourd'hui, elle l'a encore. 14 ans plus tard, elle a encore exactement comme Vin Diesel. Je suis désolé, mais. Voilà, pour les moins cinéphiles de notre audience, pourrais-tu expliciter ce qui se passe dans Too Fast, Too Furious autour écoute, d'un crucifix peut-être. Je ne pensais pas que tu allais demander, mais écoute, il s'avère que Vin Diesel, qui joue donc le personnage de Dominic Toretto dans la série Fast and Furious, il est en couple avec Michelle Rodriguez, qui joue quant à elle le personnage de Letty Toretto. Et Les titoretto, c'est Letty- marrant à dire. Elle est pas italienne, elle est pas du tout italienne. Je sais pas pourquoi tu as fait un accent italien. Parce que les titoretto, ça me donne envie d'être italienne. Et à un moment, donc effectivement, Vin Diesel lui offre un crucifix et elle le porte autour de son cou. Et il y a un moment dans la série où on pense que Letty est morte et on retrouve le crucifix. Et Vin se rend compte que même si elle a perdu la mémoire, elle a encore le crucifix sur elle 15 ans après. Et là, c'est fou. Et c'est comme dans Shogun. Je pense que c'était l'inspiration directe. Ah bah oui, de fou, Voilà, enfin- je suis étonnée qu'il n'y ait pas eu une bagnole qui part en drift à un moment pour qu'on ait vraiment l'hommage. Mais c'est une série subtile. Hein. C'est une série, voilà. N'oublions pas. Non, mais alors, blague à part sur cette histoire de crucifix et de Kato dans Shogun, on sent aussi que voilà, elle est en situation de détresse et en situation de. Enfin, et On peut dire que elle est au bout. elle est au bout du elle est Rolls. au bout du Rolls. Et justement, le Rolls, il s'avère Elle est que. au bout du Mackie Rolls. À la non. fin. Non, mais alors, attends, mais tu peux pas. Tu peux pas, quand ça fait 10 minutes de podcast, me lâcher des trucs comme ça, là. Les gens, ils écoutent, hein, tu sais, les gens, là, il y a des gens. Ça va, c'est gratuit. Non, mais Abonnez-vous à mon Patreon pour soutenir mes contenus indépendants et gratuits qui sortent quand même toutes les semaines. On passe 2 heures à faire ça. Hein. C'est du travail. Bref. Donc non, on voit aussi que Father Martin, il lui file le crucifix et il lui ouvre la porte du catholicisme parce qu'elle est en détresse et qu'elle a besoin d'une épaule, elle a besoin de... Voilà. Et c'est un truc qui va la suivre toute sa vie. Et on voit encore que même dans les scènes qui sont pas flashback, elle fait des prières, elle les fait pas en latin. En latin, ouais. Elle les fait en latin. Donc ouais, mais non, c'est pour moi un élément important dans le build-up, enfin dans la construction de Mariko, et aussi qui C'est explique devenu un pilier pour elle de fou. à un moment où elle allait s'effondrer. Quoi. une sorte de clé de voûte, comme dans les églises. Je l'ai Tu dans l'as. les ogives. Oui. On est déjà un super. Quelle Bon, follette, ça va. donc Qui vous invitait? Mariko, effectivement, voilà, donc elle est avec sa petite croix, tout le monde est content, nani nana, hop, générique, bam, et on est de retour au pays de maintenant. Au pays de 1600. Au pays de 1600. Je suis désolée parce que je suis pas là pour t'afficher en public, hein, je te respecte. Mais je vais quand même dire que t'as un peu fait le mec, puisque le plan final avant le générique, c'est un plan sur le crucifix autour du cou de Mariko. Oui. Et là,
grand cinéphile. Tu m'as regardé, tu m'as dit, et moi, je connais grave le cinéma, je suis réel. Ouais. Le plan de après le générique direct, Ce sera c'est le crucifié autour du cou, on dézoome, c'est Mariko maintenant. T'étais très sûr de toi. Et Je me suis dit, c'est un peu grossier pour Shogun, mais je n'ai pas ouvert ma bouche. Pourquoi ? Parce que je suis sympa. c'est encore J'ai attendu mieux. de voir, et aussi parce que je voulais pas avoir tort. Et guess what ? J'avais raison, car le crucifix ne réapparaît pas. On voit certes Mariko, Alors, mais avec 12 il réapparaît. kimonos les uns. Il réapparaît. Il ne réapparaît pas avant au moins 5 ou 6 minutes. Oui, non, mais il d'épisode. réapparaît après. Mais Non, mais c'est pas parce qu'on le revoit C'est- dans l'épisode que ça marche. moi, j'appelle ça une préparation paiement. Il s'avère que le paiement est différé. C'est Ouais. c'est un virement différé. Mais Il y a 1 à 3 jours ouvrés, comme sur Ouvrable, PayPal, ouvrable, sinon en il y a des frais. non, mais alors, on le revoit durant une scène dont on va parler après, mais il y a un moment où la croix est clairement affichée et visible dans le cou de Mariko, mais effectivement, la plupart du temps, il ne l'est pas parce qu'elle porte 14 kimonos les uns sur les autres, ce qui me permet d'ailleurs de répondre à une première question d'un ou une auditrice, je ne sais plus qui l'avait posée, mais quelqu'un nous demandait pourquoi ils font des tout petits pas dans la série et des quarts de cercle et des petits tours. Pourquoi tout le monde galère à marcher au Japon féodal ? Alors déjà, tout le monde galère à marcher, surtout les femmes, parce que on leur met quand même 15 kimonos sur le dos. Et il s'avère que dans la série, donc l'actrice Anna Sawai qui joue Mariko-sama. Mariko, et d'ailleurs je me suis rendu compte que c'est Anna Sawai, c'est pas un peu la version japonaise de Anna Tawai ? En vrai, en vrai de vrai, non mais... en vrai. Je vis avec. Bon, et C'est-à-dire, c'est ma vie, c'est mon quotidien. elle expliquait... Non mais attends, mais c'est le même nom. Mais en Oui, non, mais consonance, je l'ai. Le pire, c'est que c'est réel. Ah bah, T'as ouais. raison. Et donc, il s'avère que Anna Sawai, elle expliquait en interview que tous les kimonos qu'on lui met dessus, il y a des couches et des couches et des couches qui correspondent à plein de choses, t'as une signification spirituelle, notamment dans dans le Yukaku, là, le quartier des plaisirs. Quand elle avait des poissons ou un oiseau dessus, il y avait une signification spirituelle religieuse. Il y a aussi une signification de noblesse. Plus t'as de kimonos, plus t'as de strates dans la noblesse. Et elle expliquait en interview que déjà elle a chaud de fou. Parce qu'en fait, quand tu mets genre un kimono, ça fait 1 ou 2 kilos. Et enfin, peut-être pas, mais enfin, si, en vrai, si, je pense que Ouais, avec les hobbies et tout, c'est c'est lourd. méga C'est en lourd. soie. La soie, Ouais. c'est léger, mais ça tient chaud quand on empile beaucoup. Enfin, je comprends que oui, c'est pas le plus cool. Ça n'aère pas les coucouilles comme les tenues de Hatamoto, quoi. Et donc elle expliquait qu'effectivement, c'est pour ça qu'elle déjà elle fait les tout petits pas et aussi qu'elle galère à se déplacer, elle a super chaud. C'est pas évident à tourner et on verra aussi durant cet épisode qu'il y a des scènes de baston. Et en fait, juste ça a dû être horrible à tourner pour elle. Enfin, je sais pas combien de prises ils ont dû faire et vraiment juste elle a dû suer de fou en tournant cette scène dans ses 13 kimonos. Donc voilà, si les gens font des tout petits pas et font des quarts de cercle et tout, c'est aussi surtout parce que là, en fait, dans la série, ils portent vraiment 40 kimonos. Voilà. Alors, pas vraiment. C'est pas ça la raison, même si ça joue. Il se trouve que sur le site officiel de Shogun de FX, en anglais, il y a une page entière dédiée au mouvement et à la posture et au Incroyable. déplacement. Et je sais qu'ils avaient des conseillers en posture et en déplacement, Ok. des experts de tout ça. Et donc, je vous ai traduit un extrait de cette page que vous pouvez retrouver dans la description qui dit: selon la tradition Shosa, les samouraïs et les femmes nobles étaient éduqués à ne pas marcher en diagonale ou faire des virages larges. Mais non. Il leur fallait plutôt effectuer des angles nets en marchant afin que leur mouvement semble décidé et ordonné. Les femmes étaient éduquées à positionner leurs pieds l'un vers l'autre et à avancer à petits pas glissants, ce qui donnait l'impression idéale, celle qu'elles étaient en train de flotter. Et bah Donc exactement. c'est tout à fait voulu, même pour les hommes, qui sont moins entravés quand même par leur kimono. Ils se déplacent selon leur rang et ils ont été Ouais. éduqués à marcher d'une certaine façon, à bouger d'une certaine façon, tout comme tu poses pas un plateau n'importe comment, Oui, tu oui, tournes ça, pas oui. la tasse n'importe comment, il faut que ça fasse pas de bruit ou du bruit. Enfin, Ah. évidemment qu'on va se prendre la tête avec même comment qu'on marche finalement. Mais non, mais effectivement, c'est intéressant. Et ça rejoint un peu. Il y avait un épisode avant où on voyait Saiki qui marchait aussi un petit peu comme ça avec une sorte de longue robe blanche. Et il marchait un petit peu voilà, comme ça en mettant vraiment les pieds collés les uns aux autres. Et on avait l'impression qu'il flottait. Donc, non, c'est intéressant. Ok, très bien. Très bien, On très bien. apprend des choses grâce à ce podcast. Continuez à nous poser des questions, ça se passe sur mon compte Instagram qui est dans la description. Back to Shogun, fin du générique, on arrive à Osaka, en Oui. bateau. Yabushige, Blackthorn et Mariko sont sur un bateau.
Personne ne tombe Personne à ne l'eau. tombe à l'eau. Ouais. Est-ce que tu as des choses à dire sur cette scène d'arrivée au port d'Osaka? Déjà le truc de, il y a un moment donc Mariko elle a été envoyée là pour multiples raisons par Toranaga. La première étant traduire, la deuxième étant peut-être se mettre bien avec Blackthorn. Non, je pense que la première c'est Crimson Sky, la deuxième Non, c'est... non. Crimson D'accord. Sky n'existe pas. Il faut pas le, Bien il sûr. faut pas en parler. Il ne faut pas en parler. Non, elle est évidemment là pour traduire. C'est son rôle principal. Oui. Évidemment. Non mais il y a une scène Tout sur le monde lui dit meuf, dis-nous, et elle arrête pas de dire vous dire quoi? Et il y a une scène sur le bateau où elle traduit un truc que Yabushige veut dire à Blackthorn ou l'inverse, je sais plus, mais Oui, c'est ça. Yabushige dit quand on entre, quand on sera face aux hommes d'Ishido, il doit Ouais. rester près de moi et pas s'éloigner, ce qui est quand même important. On rentre vraiment dans oui, tout à dans fait. la gueule du loup volontairement. Et il lui demande de traduire et elle traduit fidèlement. Et après, il lui demande, c'est ça aussi le truc, c'est que c'est pas la Là, moitié, il doute. c'est pas la moitié d'un con, Yabushige. Même s'il a l'air constamment en état d'ébriété de A à Z, il est quand même intelligent parce qu'il va demander à Mariko, est-ce que tu as traduit fidèlement, en lui jetant un regard, et elle dit oui. Et durant Et la... je trouve qu'elle le respecte de poser la question, tu Ouais, sais. Elle, ouais, lui ouais. elle lui jette un regard genre, ok, Ok, tu sais, mais là, ok, franchement, ok. là, franchement, j'ai dit ce que t'as dit. Mais des fois, j'avoue, non. Mais là, ouais, franchement, ouais. Et il y a un moment plus tard dans l'épisode, en fait, au fil de l'épisode, on la voit très peu. Je traduire après les propos de Blackthorn parce qu'il y a Yabushige à un moment, il lui dit en vrai, TG, on n'a pas besoin de toi. Et à un moment, il lui interdit de traduire. C'est lui qui veut le dire. Il y a une scène plus tard où voilà, il raconte ce qu'il doit faire. Enfin non, il dit à Blackthorn, on verra Ishido demain. Oui. Et du coup, il dit Ishido demain, Ishido. Et Mariko veut traduire et Yabushige il fait non, je veux le dire moi-même. Et c'est intéressant, je trouve cette posture de Yabushige de dire à Mariko, en fait, moi, genre, on t'a mis là, mais je m'en bats les couilles, moi, arrête, juste, enfin, c'est intéressant de lui dire de pas traduire parce que je pense que pour lui, c'est aussi une menace. Et en plus, lui, il joue sur deux tableaux, donc il faut vraiment pas qu'il y ait des gens qui fassent chambouler son plan. Et je pense qu'il a compris que la traduction, c'est un enjeu extrêmement important parce que c'est la seule passerelle entre l'anglais et le japonais, c'est Mariko. Donc, pour moi, il a raison de se méfier d'elle. Carrément. Et je pense que plus largement dans cet épisode, qui comprend quoi et à quel point, en Ouais. termes de langage, de différentes langues, c'est très important. On en parlera, mais on apprend qu'un personnage en fait parle portugais, ce qu'on ne savait pas du tout, De fou. un des régents. Et il y a un moment dans mon conducteur où j'ai noté à quel point finalement est-ce que Blackthorn comprend le japonais. Et je pense que Yabushige, c'est aussi en fait, quand t'es tout le temps en train de jouer sur les deux tableaux, tu penses toujours que tout le monde est en train de jouer sur les deux tableaux. Oui. T'es tout le temps prêt à ce que les gens te la fassent à l'envers parce que toi, t'es toujours prêt à la faire à l'envers à quelqu'un. Et je pense que Yabushige, il se doute que peut-être Blackthorn comprend mieux le japonais que ce qu'il dit. Ouais. Et du coup, il teste aussi. Certes, il lui dit des choses simples, mais il le teste, il demande est-ce que t'as compris. Et Blackthorn lui répète les mots importants, mais je pense qu'il a aussi ce truc de. Ouais, peut-être qu'il a pas tant besoin de Mariko et que Mariko étant fidèle à Toranaga jusqu'à sa mort, littéralement, je peux me passer d'intermédiaire parce que maybe il est plus, il a fait du Olingo niveau 4. Mais enfin, il est pas non plus genre. Il y a un moment où il parle à Ochiba dans l'épisode et lui dit en vrai, respectueusement, mais employer des mots simples parce que. Oui, mais c'est exactement ce qu'il dirait s'il voulait qu'on croie qu'il parle pas bien japonais. Non, mais t'es trop dans le metagame, attends. Bien mais- sûr. Bref. On arrive du coup à Osaka, Ouais. dans le château d'Ishido, où il y a un petit cours. Alors il y a Bête différentes. d'ambiance déjà. Voilà, chacun s'installe. On Ouais. verra Ishido demain, comme le dit Yabushige. Donc d'un côté, il y a Blackthorn qui a un cours pour apprendre à saluer correctement, et de l'autre, il y a Mariko qui rejoint les femmes. Tout à fait. Et il y a aussi, déjà tout le monde se ressape parce qu'en vrai ils ont fait tout le trajet en bateau donc full Ouais. odeur. On met un petit kimono sexouille à Blackthorn. Je pense que c'est la tenue de Hatamoto. Ouais, je pense que c'est la tenue vraiment de. Parce qu'il se plaint tout le temps qu'elle est trop. Genre la ceinture elle est serrée, mais bizarrement en dessous de son ventre. Ouais. Donc il y a un côté, genre ça lui fait un peu un bidou, et il est tout le temps en mode il essaye de se ressaper et tout le monde lui tape les mains en mode arrête. C'est comme ça qu'on met. Il est là, c'est pas confortable. Et il y a cette scène où donc il y a l'une des intendantes de la maison à Osaka qui lui met son costume, enfin son kimono. Non, c'est le second de Yabushige, tu sais.
C'est lui qui va lui apprendre à saluer après. Ah mais oui c'est vrai, pardon, sorry. Le mec qui, rappelons-le, a quand même serré Kiku pendant Oui, Yabushige oui. se polissait le katana. Toujours bizarre. Mais c'est vrai que c'est toujours bizarre quand même. J'ai revu la scène. C'est son N-1, tu vois. J'ai revu la scène sur YouTube tout à l'heure et vraiment j'étais là bizarre. Genre, c'était en déplacement pro avec ton Red Chef et t'es là non. Si ça vous arrive, il faut vraiment pas et aller au prud'homme. Enfin, ouais, c'est il faut illégal pas. De nos jours. Hein. Et donc effectivement, on lui apprend à saluer correctement, à faire, à s'incliner parce que lui il s'inclinait trop. Et il demande du coup Yabushige à son second d'apprendre à Blackthorn à saluer correctement, tout en lui mettant le petit kimono sympa. Voilà, je vois que Mimi est partie, apparemment je la saoule. Non. Désolée, je suis allée chercher un truc. Oui, et là, il me semble qu'à ce moment-là, Mariko n'est pas présente et que du coup, on reste dans Yabushige ne veut pas qu'elle soit témoin parce que Yabushige, il est là pour prêter allégeance à Ishido, hein, on en reparlera. Et Blackthorn, c'est l'atout dans sa manche de, en gros, son plan de base qui était Toranaga gagne, me fait chef de la marine et Blackthorn m'apprend tout ce qu'il faut savoir. Il est en train de le transférer à Ishido gagne, mais en soi me fait chef de la marine et Blackthorn m'apprend. Genre la suite est pas, on change juste un nom, il y a pas de problème. On a juste changé une ligne sur la feuille quoi. Et il veut surtout pas que Mariko elle fasse des naninana avec le cadeau qu'il apporte finalement à son entretien d'embauche quoi. Et le cadeau c'est Anjin-sama finalement. Oui, tout à fait. Parce que donc il y a cette scène où ah non, est-ce que tu veux qu'on parle de Mariko avec le groupe de femmes parce que je trouve que c'est quand même bien parce que ça va revenir dans l'épisode. Donc Mariko elle rejoint les deux épouses ou en tout cas l'épouse et la concubine de Toranaga, à savoir Kiri, donc c'est sa femme, c'est celle qui est plus âgée et qu'on a déjà vu, que moi j'aime beaucoup. On l'a pas vu beaucoup mais à chaque fois qu'on la voit je la kiffe, et on l'avait vu notamment avoir une scène où elle se tapait des barres avec Toranaga au coin du feu. Il avait fait une blague en mode il me fallait de l'énergie pour gérer la taille de ton cul et tout. Et du coup c'est un des rares moments humanisants qu'on a eu, donc je l'aime beaucoup. Et la concubine c'est Shizu qui était enceinte et qui maintenant a accouché du fils de Toranaga, et elle lui explique que voilà elles sont dans des quartiers, elles sont très clairement prisonnières, ça on le savait, qu'elles sont dans des quartiers assez restreints, mais voilà les femmes se réunissent. En fait Mariko elle est vraiment en mode Blackthorn, je suis pas là pour toi, j'ai pris le même bateau, ok, c'est juste ça, on s'est retrouvés dans le même bus, au revoir, j'ai mes bails à faire, et mes bails c'est retrouver les femmes de Toranaga pour déjà bien sûr leur donner des nouvelles et les rassurer, et surtout elle donne à l'épouse de Toranaga un parchemin en disant ce sont les ordres. Et alors j'ai vérifié parce que moi j'avais l'impression que l'épouse rangeait le parchemin sans même le lire. Et je t'ai dit elle l'a pas lu, et tu m'as dit si elle l'a lu. Non, elle le lit pas, elle a même pas besoin de le lire. Elle le range et elle dit espérons que ça marche. Donc il y a un côté, peut-être qu'elle est au courant de ce que c'est Crimson Sky, enfin en gros elle est probablement une des personnes qui sait le plus ce qu'il y a dans la tête de Toranaga. Oui. Avec Hiromatsu mais qui est RIP. Hiromatsu, d'ailleurs, on va en reparler, mais moi je trouve qu'il est mort pour rien, le frérot. Bah non, parce qu'il est mort pour faire croire que Toranaga. Non, mais il y a que Alvito, il est con, il le croit. Tout le monde est là en mode non, mais c'est pas possible, Toranaga il a un plan. Ochiba elle-même elle dit il faut s'en méfier. Il y a juste Alvito qui est là ah non, moi j'ai vu, il s'est suicidé l'autre. Désolé, mais il y a que lui. C'est pas faux, écoute. C'est vrai que tout le monde est là en mode non, mais Toranaga il a un plan quand même. Tout le monde est là. Par contre, je pense que ça contribue à lui rendre, à le faire paraître plus faible, plus affaibli. Il ne l'est numériquement, stratégiquement. Comme la maladie. Un peu même, peut-être il a perdu la tête, quoi. Normalement, il laisse tout le monde mourir autour de lui plutôt que. Il est désespéré, quoi. Alors que, en fait, it was all part of the plan. Maybe not. Maybe we will never know. Donc voilà, c'est important de noter que Mariko rejoint les femmes et que probablement que la première mission que lui a confiée Toranaga, c'est ça, c'est donne ce message à ma femme. Alors on peut imaginer que, parce que c'est évoqué dans le bouquin, c'est des messages codés, bien sûr, c'est pas n'importe qui l'ouvre, qu'elle a... On fait le plan Crimson Sky pour renverser Ishido, signé Toranaga, tu vois. Mais voilà. Je suis sûr que c'est un poème chiant. Kiri no Kata, elle est dans les bails, et Mariko, elle va essayer de les sortir de là. Tout à fait. En sachant qu'il y a moyen que ça se passe mal. C'est le projet, parce que donc tout le monde arrive et Ishido... C'est l'heure du meeting. Ouais, c'est l'heure du meeting et Ishido il est là en mode mais non, mais personne n'est otage ici, mais que demande à mes potes. Attends, tu vas trop vite, il se passe plein de trucs dans ce meeting. Déjà avant le meeting, on apprend que Kiyama, l'un des régents, parle portugais parce qu'il va parler à Blackthorn. Tout à fait. Et il essaye en gros de lui dire que sa cause est perdue, que les chrétiens, enfin les catholiques surtout, sont là depuis longtemps et qu'ils n'ont pas besoin de pirates comme lui. Ce à quoi Blackthorn répond mais je suis pas un pirate. Bon.
Debatable. Le truc qu'il disait d'ailleurs dans l'épisode 1 ou l'épisode 2, quand il était face à Toranaga et que Toranaga lui disait t'es un pirate, machin et tout, lui disait non, je suis pas un pirate. Factuellement, c'est vrai. Factuellement, c'est vrai parce que son navire vient de Hollande, machin. Non, parce que c'est un corsaire en gros. Il a Oui. La couronne d'Angleterre lui a dit t'as le droit d'attaquer, de piller, etc. les catholiques parce que c'est nos ennemis. Mais si tu te places d'un autre côté, c'est un mec sur un bateau qui a envahi plein de places catholiques, de villages, etc. et qui a massacré des gens. Enfin, rappelons, je pense pas que ça va revenir parce qu'il reste qu'un épisode, mais qu'il y avait quand même une intrigue avec ses journaux perso qui, s'il les traduit, lui, il a noté tout ce qu'il a fait. Il les a et il a fait des sales bails. Donc, je comprends que, un corsaire, c'est un pirate avec un papier qui dit j'ai le droit. Oui, tout concrètement, c'est ça, quoi. C'est la violence légitime. Mais donc effectivement on apprend qu'il parle japonais, qu'il parle portugais pardon. Peut-être qu'il a appris entre guillemets récemment parce qu'il s'est rendu compte que il y avait un intérêt à parler portugais. Peut-être que ça fait longtemps qu'il parle portugais mais qu'il le dit pas forcément à ses interlocuteurs catholiques parce qu'il veut les garder un peu dans le noir. Je trouve que ça le rend vachement intéressant et comme c'est un personnage qui dans l'épisode il va être souvent impliqué, genre on va lui demander en tant que toi qui es chrétien. Donc je trouve que c'est cool qu'il ait cette petite révélation de mais lui aussi il joue double jeu de foot, tu vois. Mais en plus lui j'aime trop parce que je crois qu'il a une moustache trop bien. Attends, je vais aller vérifier, mais je crois qu'il a Kiyama, je l'aime trop parce qu'il a une bête de moustache et c'est les moments où ils ont leur chapeau qui tiennent par des cordes croisées dessus là, ça j'aime trop. Ça c'est incroyable. Lui il est en rouge souvent. Peu le rouge du faste catholique, tu vois, ça lui va bien. J'arrive pas à vérifier, mais il me semble qu'il a une bête de moustache. Ouais, je vais chercher, comme ça tu pourras vérifier. Mais du coup, le début du meeting avec Ishido, c'est pas Mariko qui demande sa liberté, c'est Yabushige qui... Oui. Mais parce que toi t'étais direct en mode non mais personne n'est otage. Là on parle pas encore d'otage. Ce que je voulais dire c'est que, alors en vrai si, parce que quand on est arrivé à Osaka, il y a une scène où on voit Osho, la famille de Osho je crois, c'est entouré de gardes, c'est Odo pardon, et on voit que les nobles là peuvent pas se déplacer, ils comprennent, ils savent que genre c'est une prise d'otage. Mariko elle l'explique à Black Sword. Oui, donc à ce moment-là ils savent. Mais c'est toujours ce non dit, tu vois. Officiellement, tout le monde est libre d'aller et venir et vous avez une escorte pour votre sécurité. Il y a tellement de bandits et de brigands et même maintenant de shinobi à Osaka, c'est vraiment tu veux aller que fait le préfet, que fait Didier Lallemand. KFC, il y a genre 8 gardes qui t'entourent là, non, t'es pas vraiment libre, je suis désolé. C'est la vie de Taylor Swift, tu sais. Ouais. C'est un peu les bref, non. Donc on arrive au meeting. Tout à fait. On sent que ça va être une scène intense. Tout le monde est là, hein. Tout le monde est là. Ochiba est là, Ishido est là, les régents sont là et ça s'enchaîne. Ça commence par Yabushige et Anjin-sama. Ouais. Est-ce qu'on peut juste faire un point sur parce que tu viens de mentionner Ochiba et en vrai moi ça fait quand même pas mal d'épisodes qu'on la voit. Il faut qu'elle arrête de regarder les gens dans les yeux. Ça, elle me terrifie. Son regard, il fait trop peur. Elle me terrifie. On dirait qu'elle sait pas. Elle cligne si peu des yeux. Non, je pense que si elle cligne des yeux, elle prend feu. Et à mon avis, elle aspire une partie de l'âme des gens en les regardant. Elle est terrifiante. Ouais, mais moi j'aime trop. On dirait vraiment un yokai, quoi, un mauvais esprit. Je trouve qu'elle est terrifiante d'une façon qui me rappelle beaucoup de mangas d'horreur japonais, notamment de Junji Ito, où c'est en fait. Il n'y a rien de plus terrifiant qu'une meuf qui se retourne et qui te fixe avec ce regard-là. C'est genre, madame, arrêtez. Je préfère être face à Hiromatsu avec son sabre, au moins ça va vite et c'est clair, tu vois, le mec est vénère. Elle, je suis là, qu'est-ce que tu vas faire avec mon corps après ? J'ai pas envie de... Non, merci madame. Mais donc il y a cette scène avec, donc c'est d'abord Yabushige et Ishido. Oui. Yabushige lui donc dit à Ishido voilà je t'ai ramené en Jin-sama, voilà mon cadeau, super frérot. Capitaine, super puissance de couille, voilà. Ça a l'air d'ingénieur top quoi. Il cuisine très bien le faisant, il parle un peu japonais, il connaît les mots, voilà, il est cool, il manie les guns, il manie les canons. Il en parle un peu comme il est domestiqué quoi. Ouais c'est mais il y a toujours on va plus trop de traîner avec. Mais même épisode 9 il y a toujours ce truc de un barbare domestiqué. Et donc il dit effectivement que c'est son présent à Ishido et Ishido lui dit mon zinc je m'en fous en fait, enfin désolé mais non merci. On est sur un échec global pour l'instant. Peut-être que Ishido reviendra sur ce refus. Oui mais bon voilà, pour l'instant on s'en fout de Blackthorn, c'est un cadeau plutôt pourri. Et donc Yabushige se relève avec Blackthorn. Et à un moment j'ai cru que Blackthorn il allait commencer à parler, genre il allait vouloir l'ouvrir. Mais frérot, tu fais pas ça. Là, c'est en vrai, le Blackthorn, il y a 4 épisodes, il aurait ouvert sa bouche 1000 fois dans cet épisode.
celui-ci, il a compris comment ça marche dans cette société-là, quoi. Ouais, dans la saucisse japonaise. Et c'est là où je vous invite à re-regarder cette scène en vous demandant et si Blackthorn parlait mieux japonais et comprenait mieux le japonais, en tout cas, que De ce fou. qu'on croit. De fou. Parce que là, il n'y a pas de traduction, donc on n'a aucune idée de ce qu'il pige, de ce qui est en train de se passer. Il a l'air honnêtement perplexe et perdu, mais c'est aussi l'air qu'il arborerait si vous voulez faire semblant de ne rien comprendre, n'est-ce pas? Mais je pense qu'il comprend une partie, il comprend des mots et il comprend des trucs, mais il y a aussi Yabushige qui en joue parce qu'il sait que... Enfin, comment dire, je pense que Yabushige sait très bien que Blackthorn ne comprend pas tout, et je pense qu'il en joue aussi dans le discours qu'il a face à Ishido. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier. Il faut se méfier de Blackthorn parce que ouais, non, mais c'est intéressant. Voilà. C'est l'heure de Mariko. Ouais, alors elle se lève de en mode... s'avancer avec le plus beau kimono de l'histoire de Shogun. Non, mais en Ce mode... kimono blanc et Oh là là. bleu nuit, là, j'étais en mode, mais allô, je veux posséder ce vêtement et ne jamais le porter parce que je ne le mérite pas. Mais en plus, elle rentre en mode drama de fou. Elle Bien rentre sûr. comme dans Matrix, là, en mode bam, Arthur Rimbaud. Elle part en poème tout de suite. Un poème en mode les feuilles qui tombent. Alors, j'ai noté Je le sais, poème. Je sais que tu as noté le poème. Mais vas-y, fais-le à ta façon. Ben non, mais désolé, mais juste. Enfin, quel drama queen, genre, je l'aime trop. Et tout le monde est drama, t'as vu Oshiba en face, elle est drama de fou. Et genre, mais elle arrive et elle fait un poème. Et tout le monde est là en mode qu'est-ce qu'elle raconte. Et donc effectivement tu as noté le poème, je te laisse le lire parce que voilà. Alors je vous l'ai traduit de l'anglais, hein, et je ne suis pas ni poète, ni traductrice, ni nipophile. Mais je vous l'ai traduit ainsi. Tandis que la neige perdure, voilée par la brume d'une froide soirée, une branche sans feuilles. Bah lourd hein. Et alors, il y a une ref incroyable. Oh. Ochiba, son nom signifie feuille tombée, fallen leaves. Donc une branche sans feuilles, c'est directement une référence à Ochiba. Il y aura ensuite dans l'épisode beaucoup de relations entre Mariko et Ochiba, et notamment Mariko dira qu'une fleur n'est une fleur que parce qu'elle fane, en gros, que parce qu'on la coupe, en expliquant son désir de mort, hein, qui finalement la suit depuis un moment. Et pour moi, dans une branche sans feuilles, il y a une référence à Ochiba et peut-être même un peu une menace, quoi. Ouais. Donc voilà, je l'ai appris en écoutant des podcasts et j'étais là, je savais pas que Ochiba ça voulait dire ça. On verra qu'Yabushige a un avis sur le poème, lui qui est friand de la chose, mais ça viendra plus tard. Oui, alors ouais non, il a un avis plutôt fermé sur la question des feuilles tombées. Tout à fait. Oui. Et ensuite, Mariko a une petite requête rapide, enfin elle informe plutôt Ishido de ses plans. Voilà, elle dit bah en fait moi je suis alors c'est intéressant parce que c'est la première fois et moi c'est un truc que j'ai noté parce que vraiment ça m'a choqué, ça m'a kécho de fou. Mariko, ultra badass dans cette scène et tout machin, c'est la première fois qu'elle le fait de façon volontaire et légitime et fière, elle mentionne son nom de famille et genre elle mentionne sa lignée. Alors que dans les épisodes d'avant, elle voulait pas le faire parce qu'elle en était honteuse et c'était un truc de lignée sale et machin et tout. C'est Buntaro qui l'avait parce que c'est un connard forcé à expliquer à Blackthorn d'où elle vient et son histoire et tout. Et là, comme elle a parlé à Toranaga et comme Toranaga lui a dit en fait ta mission c'est ça et tu as encore une mission naninana, et ben là elle en est fière. Et donc là du coup elle mentionne son père, elle mentionne sa lignée et elle dit je ne suis Elle a pas... retrouvé un sens. Ouais, elle dit je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas je suis Elle dit je ne suis pas un paysan. Voilà, je ne suis pas un paysan. Enfin, vous ne pouvez pas m'écraser comme vous écraseriez un paysan. Et rappelons que Ishido il est paysan à la base, donc elle lui fout la honte. Elle appuie exactement là où il faut pas. Et dans le livre, Ishido il s'énerve de fou, il est là quoi, il y a pas de honte à être paysan, moi aussi je suis paysan. Là t'as juste un plan sur lui. Genre elle dit ça, elle dit je ne suis pas une paysanne sur laquelle on peut marcher. Et il y a juste un plan sur Ishido qui a le seum et j'étais en mode oui. Et donc elle mentionne sa lignée et voilà, et elle dit en fait je suis pas n'importe qui et donc du coup moi vous allez pas me tenir otage, moi je me barre. Et je suis libre de... En fait, Mariko, elle est dans un game où elle veut amener Ishido à reconnaître que les gens sont pris en otage. Donc, elle, sa démarche, c'est... puisque Ishido nous dit, non, personne n'est pris en otage ici, je vais juste m'en aller. Et... Oui, elle dit, moi, je fais juste les ordres de mon seigneur, c'est comme ça que ça marche. Après, vous vous arrangez avec mon seigneur, de toute façon, on revient bientôt. Mais il a requis que j'accompagne ces femmes, c'est pas mon rôle de discuter ses ordres. Donc, comme tout le monde est libre ici, on part demain. Et les gens sont pas ultra d'accord. Hein. Les gens sont pas ultra Ochiba, chauds. elle essaye de faire crari. On en parle en privé si tu veux. Je t'envoie un DM. Je t'envoie un DM. Non, on va pas faire ça en réu. On fait ça on s'appelle. Non, t'inquiète. Viens sur le Slack. On en parle. Et non, mais Mariko, elle est déterre. Elle veut se barrer. Et en fait, il y a cette scène. En fait, elle sait très bien
Il y a même Blackthorn qui lui pourtant ne comprend pas pleinement le japonais et tout. Il comprend bien qu'il y a quand même des gardes à toutes les portes et que il lui dit à un moment tu vas foncer dans une épée juste pour vérifier si la lame est bien émoussée, tu vois. Et en vrai, Bien aiguisé. bien aiguisé, pardon. Est-ce que émoussé marche également? Bah non. Just to prove the blade is sharp. Émoussé. Rendre moins coupant. Bah oui, non, ça marche pas. Oui, aiguisé quoi. Aiguisé. Coupante, enfin bon. Et en fait, Mariko, c'est l'épisode où vraiment elle veut juste make a point. Elle veut juste démontrer un truc et elle est prête à crever pour ça. C'est son rôle, c'est qu'elle est prête à faire éclater ses faux semblants. Et je pense que Toranaga, ça fait partie de lui. C'est qu'en apparence, il respecte énormément le décorum, les règles et tout. Mais il a pas peur de dire, en fait, fuck les règles quand ça devient vraiment contre ses intérêts et ou les intérêts du Japon en entier. Ça dépend où on se place. Là où, pour d'autres, c'est impensable de briser ses règles. Et du coup, c'est vraiment... Il arrive et il donne un coup de pied dans le jeu d'échecs en disant, en fait, on va se taper maintenant. Tout le monde est là, quoi? On a dit qu'on joue aux échecs. Et là, ouais, bah je vais te cogner, tu vas faire quoi? Du coup, Mariko, elle dit, bah moi je vais partir. Donc, soit je pars, soit vous m'empêchez d'obéir à mon seigneur, et du coup, il se passe quoi? Mais en fait, c'est ça qui est intéressant parce que dans tous les cas, et on en parlera plus en détail au fil de cet épisode, mais elle met Ishido dans une telle position. En fait, elle a gagné dans tous les cas. Et oui. Soit il y a quelqu'un, il y a je sais plus si c'est Ochiba ou l'un de ses conseillers c'est Ochiba qui lui explique. Qui lui explique et qui dit mais casse-toi la mouche, il y a une mouche. Elle dit casse-toi la mouche. Non. Elle lui dit Mariko, en fait, elle est super maligne parce que si tu lui dis oui, tu peux te barrer, bah, tous les gens pris en otage, ils vont vouloir se barrer. Et si tu lui dis non et qu'elle meurt, et ben en fait là ça part en guerre parce que tous les seigneurs liges ils auront le truc légitime pour te tuer. Donc en fait ils auront aussi la confirmation que tu tiens leurs proches en otage et que tu es capable de soit les tuer, soit les laisser. Ishido, t'es bien baisé mon ref. Je suis désolé, il s'est bien fait eu. C'est bien pour ça que Mariko elle voulait faire ça en réu devant tout le monde en plénière. C'est mariqué. Et donc Mariko puisqu'on lui dit non nani nana, elle lui dit bah c'est pas grave, moi je vais le faire quand même et on verra plus tard que effectivement à un moment elle prend la conf et elle va vouloir sortir dehors. Tout à fait. Un petit point, c'est là où j'ai noté dans mon déroulé à quel point Blackthorn comprend-il le japonais pour essayer de piéger à quel point il saisit les enjeux de ce qui est en train de se passer et ce que Mariko elle raconte. Il y a un chapitre dans le livre qui je pense ne sera pas adapté dans la série, on n'a plus le temps donc je vous spoil pas, mais je l'ai trouvé vachement cool et c'est limite un peu dommage qu'on l'ait pas eu dans la série. C'est quand ils sont encore à Hajiro, quand ils y arrivent, donc il y a quelques épisodes. Yabushige dit à Blackthorn, toi t'as intérêt à apprendre le japonais très vite, genre très très vite, genre en quelques semaines. Si dans quelques semaines t'es pas fluent, parce que Yabushige il veut le récupérer pour lui, je tue tous les habitants de ce village. J'en ai rien à foutre. Je brûle tout le village. Il est un peu extrême. Et Anjin-sama, il est là. Mais vraiment, je vais faire de mon mieux, mais c'est compliqué votre langue. C'est une nouvelle langue, quoi. Et au bout d'un moment, il se rend compte, au bout de quelques semaines, qu'il a beau progresser autant qu'il veut. Même il édicte un truc où tout le monde doit le corriger quand il fait une erreur. Même les paysans et tout. Les gens, ils sont là. Non, mais les paysans, t'es à ta moto, ils peuvent pas te corriger. Il dit non, tout le monde. Sinon, mort. Voilà, comme pour le faisant. Voilà. Sinon, mort. Voilà. Mais il se rend compte que ça va pas suffire. Et du coup, il va voir Yabushige avec Mariko en traductrice et il lui dit écoute, je vais pas réussir à être bilingue dans les temps, mais je refuse de porter le poids de toutes ces vies. C'est pas juste. Et en plus, je suis chrétien, donc pour moi, la vie est importante. Et du coup, il dit bah, je vais me faire seppuku. Vous me mettez dans une position impossible, donc je vais faire seppuku. Et du coup, il fait le même coup que Mariko ici, où Yabushige il se retrouve en mode en fait. Si je lui dis ok, te fais passer beaucoup, je reviens sur ce que j'ai décidé, bah il peut toujours me faire le coup. En gros, il va jamais respecter une de mes décisions parce qu'il pourrait toujours dire attention, je me sais beaucoup. Oh, oui. Et en même temps, j'ai pas envie de le laisser mourir, tu vois. Donc il dit à mon avis c'est un bluff. Et en fait, ça va jusqu'à ce que Blackthorn se plante. Enfin, Blackthorn, il est là en mode ok, j'y vais. Et il est en train de se planter vraiment de ce seppuku. Et Yabushige au dernier moment attrape la lame, genre il se fait mal à la main et tout, et il dit vas-y c'est bon, ok, je vais pas tuer tout le monde. Donc il y a cette menace de seppuku de Blackthorn qui montre qu'il est en train de se, faute de meilleurs mots, japoniser et de à la fois comprendre le rapport que ce peuple a à l'honneur et leur rapport à la vie, la mort, etc. Mais aussi de comprendre que ça peut être un levier, que même avec tout leur discours de la mort et la vie c'est pareil, bah il y a quand même, comme il dit à un moment à Mariko dans cet épisode, il y a quand même un qui est plus définitif que l'autre. Et du coup, c'est marrant que Mariko finisse par utiliser aussi cette menace bien réelle, hein, parce qu'elle est prête à se seppuku. Mais tout le monde fait un chantage au suicide. Mais à mettre tout le monde dans ses retranchements, quoi. Ok, bah je me suicide. Tout le monde fait du chantage au suicide dans cette série. Ouais, sauf que là, c'est vrai. Tout le monde fait du chantage au seppuku en mode ah bon, il y a plus de saucisses à la cantine. Eh ben, c'est comme seppuku. Vous avez décroché mon faisan.
Et d'ailleurs, un des personnages qui aidait le plus Black Thorn à apprendre le japonais, c'était le jardinier. Le jardinier, tout à fait. RIP. Mais c'est intéressant, effectivement, Voilà. Effectivement, c'est intéressant. Petit Je pensais encart, pas que du c'était bouquin. aussi extrême, et ouais, genre il est, ouais. Et c'est intéressant également de voir l'évolution parce que je me souviens donc de l'épisode, ça devait être l'épisode, je sais plus, 1 ou 2, où on voit donc après que Blackthorn soit arrivé sur le rivage, machin et tout, et qu'il se fait embrigader par Yabushige. Quand Yabushige tombe de la falaise, au début Blackthorn il est là, genre pourquoi pourquoi il se plante une lame dans le bide, enfin Qu'est-ce qu'il fait avec son qu'est-ce épée qu'il dans veut l'eau, faire quoi. Et là maintenant il a vu au moins 13 personnes se faire seppuku devant lui, donc là je pense qu'il commence à avoir l'habitude quoi. Oui, en même temps, bon, ça continue à avoir un impact. Hein. Tout le monde n'est pas désensibilisé totalement, comme on va le voir. C'est le moment de l'épisode où moi je vais couper mon micro pour me moucher. C'est traditionnel maintenant. Très bien. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de mouchage. Bah écoute, je vais faire le petit résumé de la scène pendant ce temps. Donc c'est le moment où Mariko retrouve son fils, hein, comme on l'a dit, son fils adolescent qu'on n'a pas beaucoup vu, qui ici, visiblement j'ai regardé, n'a pas de malformation quelconque, qui visiblement s'est fait pas mal récupérer par Kiyama, le régent chrétien, lui encore, le catholique qui parle finalement portugais, et qui dit à sa mère qu'en gros il faudrait qu'elle arrête ses conneries, qu'elle se range aux côtés de Lord Kiyama qui lui aussi est catholique, et il lui dit si tu vas jusqu'au bout, tu vas me faire honte. J'aurais honte d'être de ta lignée et j'ai déjà honte parce que notre lignée elle est déshonorée et tout. Donc c'est il fort la rejette, de dire quoi. ça. C'est dur. C'est fort de dire ça. Ta Rome, elle arrive. Ça fait des années que tu l'as pas vue et lui il est en mode non maman. C'est quelques mois. Quoi. Calmons-nous. Bon bref, ressenti année quoi. Enfin, après ta Rome elle était prête à t'IVG par ses beaucoup, mais ça il le savait pas. dur. Moi, je trouve que. Mais ça nous dit aussi que Kiyama, pendant que Mariko elle était pas là, il a bien essayé de mettre ses griffes sur son fils et tout. Donc ça continue à creuser ce régent. Là où au final, à part Ishido, on les voit très très peu quoi. Et on a très peu d'idées. Donc je trouve ça cool qu'il y en ait un qui sorte un peu du lot. Moi, je l'aime pas son fils. Voilà. Moi, je te le dis, son fils à Mariko, je l'aime pas. Je sais pas c'est quoi sa place dans le bouquin, c'est quoi ça va, enfin ça va être quoi sa place. Il en a pas une beaucoup plus grande. Hein, moi, il me saoule avec sa tête là, et en plus voilà, il me saoule. Très bien. Voilà, j'ai un avis éclairé. Un avis sur le fils de Mariko, il me saoule. Désolé, mais elle fait des pieds et des mains. Elle arrive, bim bam boum et tout. Lui, il est là. Oh non, non, il me saoule. Oh non maman, je devais aller à Disney ce week-end. Non, je peux pas quitter. C'est un jeu en ligne, je peux pas sauvegarder. Vraiment, il est. Maman, il y a mes potes qui m'attendent. Non mais il m'énerve avec sa dégaine de cosplayer là, il me saoule. Bon. Écoute, en parlant de dégaine et en rebondissant sur l'expertise que tu nous as apporté l'épisode précédent concernant tout ce qui est palanquin et litière, tout à fait. C'est l'heure pour Mariko et les femmes de Toranaga de faire ce qu'elles ont dit qu'elles allaient faire. Oui. À savoir, on y va. Se barrer. Pendant que bizarrement tout le château a décidé de regarder d'en haut. Voilà, histoire de. C'est juste un départ, mais on va juste regarder au cas où ça intéresse. Mais non, mais t'es en 1600, y a pas la télé, tu t'ennuies. Donc là, il y a Mariko qui s'en va, désolé, mais moi je me lève à 8h du mat. J'y vais direct. Pour avoir la meilleure place. J'appelle mes potes et tout, je campe. Je mets un parasol, une glacière. Non, mais je suis désolé, c'est l'attraction de l'année. Oui. Et donc Mariko effectivement avec donc le groupe de femmes et donc notamment la compagne de Toranaga. Les deux compagnes sont dans des palanquins, mais Mariko elle est yep. Des palanquins qui ne sont d'ailleurs, j'ai vérifié durant l'épisode, qui ne sont pas homologués puisque s'agissant de femmes, même de femmes nobles, on ne prête pas attention à la hauteur des poutres du palanquin, contrairement à si elles avaient par exemple un pénis, et là on y prêterait. Là, grâce à leur pénis, leur palanquin serait plus haut. Tout à fait, on y prêterait attention. On prend la longueur du pénis et on l'ajoute aux traverses. Mais c'est quand même un orinomo, un orimono, pardon, qui sont donc les types de palanquins les plus bourgeois, qui n'est pas juste un palanquin en bambou tressé de miskin. Non, là c'est quand même Toranaga, il met bien. Il met bien, il a amené la petite Rolls, on se met bien. Tout le monde sort, tout le monde un peu déter. Mariko sort de la première cour. Voilà. Sort de la deuxième cour. Mariko, alors il faut préciser que Mariko est accompagnée de sa milice personnelle, ses gardes. Les gardes de Toranaga. Les gardes de Toranaga, donc il y a notamment 2-3 samouraïs au premier plan, et après, je crois que ça doit être une petite douzaine, je pense. Non, mais il y en a 2-3 qui sont en full armure de samouraï. Oui, et derrière, qui sont des guerriers plus légèrement vêtus, quoi. C'est des unités niveau 1, quoi, derrière. C'est les péons. Et donc il y a un moment où elle avance, tout le monde ouvre des portes, tout va bien, sauf que à un moment il y a une porte dans laquelle il y a des gens, donc des soldats de Ishido qui
ne garde personne ici en otage parce que personne n'est pris en otage, mais on va quand même se mettre dans la porte au cas Parce où. qu'il vous faut un permis du Conseil des Régents. On vous Voilà. a dit d'attendre. Toujours administratif. Hein. Oui, toujours se voiler la face et ne pas dire les termes, quoi. Et donc, un peu dialogue de sourds. Le mec, il lui a dit Madame, t'as ton permis? Elle fait non, je m'en vais. Et lui, il dit Madame, il faut un permis. Elle fait non, je m'en vais. Mon permis, c'est Toranaga qui me l'a donné, Oui. c'est avec lui. Et donc, il y a cette scène où un peu dialogue de sourds. Et à un moment, Mariko se retourne et elle dit à ses soldats Bah d'accord, très bien, tuez-les. Et là, il s'exécute. Il y a un gars qui fait un double kill. Bam bam, il s'incline devant un mec, il fait schlac, double kill. J'étais là, John Wick. Et il a un mouvement, j'ai prêté attention à la façon dont il nettoie son katana. Il le fait avec son index. Et en gros, il a son katana dans la main ça me semble très risqué. Gauche. Et non, parce qu'en fait, la lame elle est plate. Donc tu mets ton index le long de la lame et tu la. Faut juste pas riper, quoi. Par contre, t'as juste du sang de quelqu'un d'autre sur ton doigt. Ça va très vite plus être un problème. Ouais. Il y aura du sang de beaucoup de gens. Et donc il est dans son katana machin, bim bam boum, et donc là la tension monte, les gens sur les balcons ils sont pas bien, les gardes ils commencent à se taper dessus, il y a les deuxièmes gardes de Mariko qui arrivent derrière, bam bim boum. Là, honnêtement j'ai pas compris à ce moment-là pourquoi les archers d'Ishido qui sont sur les hauteurs du château et qu'on a vu sur les parapets depuis le début et qui vont tirer quelques flèches, j'ai pas compris pourquoi ils canardent pas juste tous les gardes de Mariko sans la toucher ni toucher les femmes. Je pense qu'il y a un peu un côté genre c'est des samouraïs, c'est un truc d'honneur, ils se battent à l'épée. Ils le font après hein. Mais ils le font après, du coup j'étais là. Mais il y en a un ou deux qui se prend des flèches et sinon ils tirent autour de Mariko pour la stopper. Mais ils auraient pu cette bagarre, il pourrait y avoir aucun garde mort côté Ishido. Mais je pense qu'il y a un côté. Peut-être qu'il y a un truc de légitime défense, genre les gardes. Mais non, mais il faut continuer à pouvoir sauver les apparences. Ouais. Parce que peut-être que genre ceux du bas ils sont assez, enfin ils sont en droit de se défendre parce que Mariko elle leur a dit vas-y tuez-les, alors que les archers personne n'en a rien fait. Ouais. Donc, peut-être c'est lâche. Peut-être c'est considéré comme une véritable offense, une offensive, tu vois, d'attaquer avec les archers, je sais pas. Et imagine, toi t'es là, t'es soldat dans un château, tu vois. T'as un pote, t'as un collègue, ça fait des années que vous bossez ensemble, vous êtes entraînés ensemble, il est archer. Ah non, il y a un mec au sol, il vient, il t'attaque, tu regardes ton pote, tu fais excuse-moi, toi qui ne risque absolument rien, tu pourrais m'aider, il est là. C'est pas ma juridiction. Non, après. Tout ce qui se passe à moins de 3 mètres du sol, désolé, j'ai pas permis. Donc battez-vous entre vous. T'es là, mec, vraiment tu pourrais me sauver le cul là. T'es à Osaka en 1600, tes potes, tu les vois le mardi, peut-être le mercredi, c'est beaucoup, tu vois. Donc c'est vrai. Tu sais pas, c'est quand même. Tu t'attaches pas vraiment aux gens, quoi. Enfin. Donc l'escorte de Mariko se fait décimer après un combat, ma foi, bien mené. Au début, la garde rapprochée de Toranaga, donc qui garde Mariko et les autres meufs, arrivent à tuer les gardes de Ishido. Seulement, en fait, Ishido, désolé, mais on est à fucking Osaka. Le mec, il ouvre une porte, il y a 15 autres mecs qui arrivent. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Plus de gardes. C'est vraiment quand le boss, c'est pas sa forme finale, c'est dans un jeu vidéo. Tu le bats et il est là, phase 2. Mais pour lui, c'était rien. C'était genre, c'était 3 gars, quoi. Enfin, on s'en fout. Bien sûr. Et je sais même pas s'il va ramasser les bouts de bras, il s'en fout, tu vois, il va laisser ça. Si on voit après une charrette, alors c'est pas Ishido qui le fait, hein, mais il y a toujours les PNJ, job de merde. Ils ont toujours des charrettes à cadavres, genre. En même temps, il y en a beaucoup. Même dans l'épisode 2 ou 3 là, avec les canons, quand ils ramassaient les. C'était plus des charrettes à bout. Ouais, bon bref. Waouh. Donc effectivement, il y a d'autres gars qui arrivent et donc là tous les gardes de Mariko se font malheureusement tuer. Et là Mariko, en fait Mariko, qu'est-ce qu'elle fait? Ma queen, ma star, elle sort sa hallebarde là, son épée basée sur un gros cure-dent avec une petite lame au bout. Attends, je vais chercher le nom de cette arme. Je l'ai, attends. Okay. Non, attends. J'espère que t'aies fait cette recherche. Cet épisode, on peut pas la disrespecter comme ça en disant gros cure-dent. Je te laisse meubler, j'arrive. Ok, donc Mariko, après avoir été menacée par quelques flèches à ses pieds, tend le bras, ce qui fait signe à une de ses dames de compagnie de lui apporter effectivement son âme de prédilection, qu'on l'a déjà vu utiliser en entraînement dans un flashback et contre des bandits au moment de l'évasion d'Osaka, je crois. Comment s'appelle cette arme? Je suis en train de chercher, mais d'accord, je pensais que tu l'avais. Non, mais je pensais l'avoir, mais en fait c'est une sorte de hallebarde, mais il y a un nom précis. T'inquiète. Parce que c'est une arme qui est utilisée dans pas qu'au Japon. Donc je vais trouver. Ah voilà, je l'ai. C'est vraiment une hallebarde en fait. La Naginata. C'est un naginata. Naginata. Parce que je sais parce que dans Sekiro, moi donc c'est un jeu vidéo, dans Sekiro, il y avait un naginata et du coup j'ai pris le naginata. Et c'est l'arme que maîtrise Mariko. Et là elle est en 1v12. Ouais, elle a un peu un John Wick énergie. Mais il y a un épisode où on l'a vu, il y a 2-3 épisodes, manier le naginata, et donc on sait qu'elle sait, tu vois. Et aussi, c'est un truc qui est plus présent, dans le bouquin, mais elle l'a quand même rappelé dans la série pas mal.
N'oublions pas que Mariko, à la base, tout comme Fuji, qui là pour l'instant ne fait rien, Mariko est samouraï. De base, sa Depuis formation. 1000 ans, ma famille ouais, est samouraï. Elle. BEP samouraï directement depuis longtemps. Donc là, le Naginata, en fait, c'est pas étonnant qu'elle arrive à maîtriser plein de gardes, d'autant que Ishido dit ne la blessez Non, pas. c'est Kiyama. C'est Kiyama, le pardon. chrétien once again qui dit ne la blessez Ne pas. la blessez pas, ouais. Et qui a déjà été désigné pour la. Ah non, c'est après, c'est là qu'elle va le désigner en seppuku, désolé, en second. Oui. Mais du coup, il y a encore une fois un petit plan sur Kiyama. On voit qu'il est là, on voit qu'il est pas content de ce qui se passe. Donc, mais on sait aussi qu'il a pas de pouvoir parce que je sais plus qui lui dit arrêtez les gardes et il dit c'est les gardes de Ishido. C'est pas nous qui les commandons. Littéralement, c'est pas moi leur N+1. C'est pas moi. Il faut respecter la chaîne de commandement. Et donc Mariko, elle est en 1v12. Ça se passe comment ? Bah, elle arrive à en tuer quelques-uns, mais en fait après, bah, même si elle arrive à en tuer, bah, il y a un moment elle se retrouve keblo parce que bah, elle se dit bah en fait ouais je peux pas combattre autant d'hommes quoi. D'autant qu'il y a les gardes qui en plus lui mettent des petits coups de presse en lui tirant des flèches entre les jambes, pas dessus, pas sur elle, mais des flèches dans les yep. Et ils visent très très bien. On se souvient de Buntaro qui pouvait viser une olive là, à 200 km. Donc il y a un moment où Mariko en fait elle se dit bah je peux pas. Et moi j'ai envie de lui demander, je l'aime beaucoup hein, la Sawai et tout, mais genre ma sœur en Christ, tu t'attendais à quoi? Genre... Mais elle savait qu'elle allait pas gagner. Mais oui, le but c'est la démonstration, c'est de montrer. Vous avez vu? J'ai essayé de sortir de ce château dans lequel je ne suis pas prise en otage. Non, mais c'est ça qui est trop et j'étais fort. une femme contre 12 hommes. C'est ça et qui est elle trop s'effondre en disant c'est impossible de gagner contre tous ces hommes. Ce qui pour moi est à la fois contre tous ces hommes-là, les soldats, mais aussi contre tous ces hommes qui... Contre le patriarcat. Bah oui, contre tous ces hommes qui contrôlent notre destin et qui sont en train, avec leurs guerres intestines, de nous tenir en otage, quoi, finalement. C'est intéressant, en vrai. C'est un peu... Une petite lecture woke, voilà, de Shogun, une série féministe. Donc, Mais non, mais c'est intéressant. Et Mariko doit donc prendre une décision. Elle fait une annonce. Elle est là en mode tut. Du coup, ce soir, je m'ôterai la vie. C'est beaucoup. Voilà, soir. soyez là à 19h, il y aura de rafraîchissement. Au coucher du soleil, petit seppuku. Et alors, c'est pas n'importe quel seppuku parce que on a vu des seppuku qui étaient plus ou moins improvisés. Celui de Hiromatsu qui était bon. On sait pas s'il était prévu, si c'est du plan ou quoi. Enfin, à mon avis, oui. Mais bref, il y a des seppuku dans lesquels ils prennent pas de préparatifs, genre. Tout le dojo, oui, c'est immédiat. Tout le tatami, pardon, pas le dojo, est dégueulasse. Il y a du sang partout, il y a des tripes et tout. Là, comme c'est un seppuku prévu, il y a vraiment une heure et tout, il y a un rendez-vous, machin. Ils mettent un petit tapis, une petite toile blanche de seppuku sur laquelle Mariko va pouvoir se placer et donc ainsi ne pas salir, dégueulasser toute la salle en se suicidant. Le personnel de maison apprécie. Bah ouais, enfin désolé, mais... Et donc non, je trouvais ça intéressant. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit devant tout le monde à Kiyama, en tant que chrétien, tu sais ce que ça voudrait dire pour moi de me prendre ma propre vie. Ouais. Ça damnerait mon âme. Donc sois mon second. Donc l'idée c'est qu'elle se fait seppuku en faisant la première entaille, mais avant qu'elle meure, pour pas que ce soit elle qui soit suicidée, c'est Kiyama qui devrait la tuer afin qu'elle soit pas considérée comme suicidée selon l'Église catholique. Et Kiyama sur le coup accepte, mais on verra plus tard que ne va pas être au rendez-vous, quoi. T'es sûr que c'est pas Ishido à qui elle le dit? Je suis sûr. Okay, oui, parce qu'elle joue sur le fait qu'il est chrétien aussi. Ouais, non, mais moi il me semblait, mais du coup c'est d'autant plus intéressant de voir à la fin de l'épisode ce qui va se passer, quoi. Et donc en attendant ce seppuku qui est prévu pour la fin de journée, il y a une petite réunion du conseil où on voit que Saeki est bel et bien au conseil. Et j'avoue que mon hypothèse de peut-être c'est un plan avec Toranaga qui s'infiltre en tant que régent, mais en fait tu vois il va être Team Toranaga une fois qu'il y est. Non, a priori, ou alors il fait bien semblant, quoi. Il a un masque à la Scooby-Doo en mode depuis le début c'était moi. Mission impossible. Non mais je me disais comme en plus il y avait ce truc de Naga, le fils de Toranaga, qui est mort en attaquant Saeki, et que Saeki était là, mais c'est un peu du gâchis et tout. Je me disais si ça se trouve, genre ça faisait partie du plan, genre tu fais semblant de me trahir et tu vas à Osaka et peut-être même tu nous ouvres les portes de l'intérieur ou quoi. Bon, voilà. Pour l'instant Saeki est toujours en tout cas dans le personnage de je suis régent. Peut-être qu'il est juste régent. Et toujours un drip, toujours un style présent chez Saeki. Oui. Saeki, peu importe le moment, peu importe matin, midi, soir, guerre, pas guerre, famine, pas famine, toujours un flow. Il faut. Et là j'ai noté texto dans mes notes. Ishido dit à Kiyama qu'il pourra pas seconder Mariko pendant son seppuku. De quoi il se mêle en fait, lui, Tokarva?
Est-ce que c'est Ishido qui interdit à Kiyama d'accéder à la requête de Ouais, Mariko de la seconder pendant le seppuku. Ah ouais, mais dur en vrai. Donc elle Bah, elle dur. aurait eu son père avec son Bah, fils. c'est pour ça. Attends, mais on va en reparler en plus parce qu'il y a son vieux fils là qui va la regarder. Oh là là, ça Mais il me- ferme la porte, ça va. Au moment où elle te plante le couteau, il ferme la porte. Donc ça va. Là, faut bien être timé, hein. Tu entends juste ta mère qui va te hanter toute ta vie dans tes Ouais. cauchemars. Mais, Mais que les bruits. Et un que- peu les ombres. Et le sang sur le papier. Enfin bon. Ça va être sympa, quoi. Bref. Et c'est ce moment où Ishido demande conseil à Ochiba et où elle lui dit frère, je n'ai pas de conseil à te donner. Oh non. Face, elle gagne. Pile, tu perds. Et ouais, ça c'est super intéressant. Et c'est là qu'on voit qu'Ishido, il s'est quand même, ouais, pardon, selon moi, bien fait niquer. Enfin, en fait, Mariko, elle est trop forte. Genre, là, Toranaga et Mariko, ouais, ils sont trop forts en. Bah, je sais pas trop. Enfin, oui, Le alors. piège est réel. Le piège est réel et ouais, ils ont tout étudié. Il n'y a pas une issue où Ishido n'en ressort pas, soit en passant pour un con, soit avec les rois liges enfin les seigneurs liges qui se révoltent sur lui. Enfin, Ishido a perdu. Dans tout, tu peux prendre avec tous les angles différents. Ishido a perdu. Mais alors on verra qu'il trouve peut-être une façon de se sortir de ce piège en Ouais, fin d'épisode. ouais, c'est lâche de sa part. C'est Et lâche. en parlant de ça, je crois que c'est à ce moment-là, hein, la petite scène où un émissaire de Ishido vient dire à Yabushige bonjour, Bonjour. votre demande de CDI a été acceptée. Ouais. Condition néanmoins, voilà, il y a une tâche spécifique à réaliser sans quoi nous allons rompre votre période d'essai. Mais on ne sait pas à ce moment-là Ouais. quelle est cette tâche. On sait pas c'est quoi la tâche qu'on lui a demandé à Est-ce Yabushige. que toi, t'avais imaginé un truc? Bah, toi, je sais que sur le moment, tu m'avais dit, il va lui demander Moi, je pensais qu'il obligerait Yabushige Ouais. avec le second de Mariko pour le seppuku. Je pense qu'ils s'en seraient foutus. En Déjà fait. parce que c'est ça qui se passe dans le bouquin, il me Ok. semble. Et que Yabushige, enfin, Kiyama vient pas. Et elle dit, bon, bah, du coup, Yabushige, tu peux le faire. Et il est là, ok. Parce qu'il respecte la tradition, l'acte et tout. Mhm. Mais je pensais que dans la série, ce serait tourné un peu genre, ah, il l'apprécie quand même, ça le saoule de devoir la tuer, il a peur que Toranaga lui en veuille et tout. Donc je pensais qu'Ichido allait le forcer à se salir les mains de cette façon. Finalement, il l'a forcé à se salir les mains d'une autre façon. Oui. Voilà. Mais en tout cas, non, moi sur le moment, j'avais pas spécialement d'idée de ce que ça allait être ce service qu'on lui a demandé. Enfin, on a accédé à sa requête, mais à la condition que voilà. Moi, je savais pas c'était quoi la condition. Et on l'a découvert plus tard grâce à un jeu d'acteur incroyable de Yabushige. Mhm. Vraiment incroyable. Invasion. Invasion, c'est par ici. Oh non. Et sinon, ensuite, on revient au duo qui ouvre cet épisode, à savoir Mariko et Father Martin, Ouais. qui se préparent au seppuku dans une scène que j'ai trouvée très touchante. Très belle, ouais. Qu'est-ce très que belle t'en scène. as pensé, toi? Bah, j'ai trouvé ça très bien que. Enfin, en fait, pour moi, c'est une scène qui redonne aussi de l'importance à Father Martin parce que, bah, perso, ça faisait quelques épisodes qu'on le voyait plus trop et on n'avait plus trop en tête la relation de Mariko au catholicisme et je trouve ça important que cette scène-là soit là. C'est cool aussi de voir que Father Martin lui dit après tout ce temps, tu as encore ton crucifix. Ouais, non, enfin, c'est une scène que j'ai trouvée belle. Elle veut se confesser et donc elle se confesse, mais elle dit qu'elle se confesse de pas pouvoir se confesser. Oui. Et non, j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau en fait, enfin, elle m'a vraiment mis sur le cul, Anna Sawai, sur cet épisode, genre en termes de jeu d'acteur. Elle est ouf. Elle est vraiment ouf. Les regards qu'elle fait à Father Martin, les regards qu'elle fera plus tard à Blackthorn, elle est trop forte. Elle est juste trop forte. Franchement, si elle a pas toutes les nominations aux Emmy Awards, rien que pour cet épisode, Abuseland. Hein. Ouais. On fait des manifs. Mais donc non, j'ai aimé cette scène. Voilà, c'est un petit peu de répit et quelque chose de plus solennel avant la suite de l'épisode. Et c'est bien, ouais, qu'on voit encore cette relation parce que ouais, il faut pas oublier que effectivement, elle a une relation particulière avec Father Martin et le catholicisme en général. Oui, et lui en soi, il nous a pas spécialement montré qu'il était entre guillemets méchant, tu vois, qui méprisait les Japonais ou Ouais, qui c'est voulait. vrai. Je pense qu'il est sincère dans sa démarche d'évangélisation Mhm. et qui se voile la face sur plein d'aspects plus politico-économiques de la présence portugaise au Japon. Oui. Mais je pense que lui, de base, il est drivé par sa foi, qu'il est sincère il est heureux d'avoir converti Mariko et de l'avoir amené. Ça lui a sauvé la vie en plus d'être amené Ouais. vers le catholicisme ou ramené. On ne sait pas si elle a été baptisée avant ou pas. Et c'est une très belle scène. Mariko lui dit dans cette scène apprenons à aimer boire du thé dans une tasse vide, ce qui est un peu genre. C'est encore pire que faire contre mauvaise fortune bon cœur. C'est vraiment. Ouais. Nous n'avons rien, mais nous pouvons quand même faire de ce moment un moment qui compte. Et c'est là où il fait la messe en latin et tout, ce que j'ai Ouais. trouvé très très beau. Surtout que c'est juxtaposé avec les images de la préparation, avec C'est le beaucoup. linge, etc. du seppuku. Donc c'est vraiment la dualité de Mariko qui se
reflète dans la messe en latin qui accompagne des préparatifs très japonais. Tu t'entends par la dualité de Mariko Mais qui désolé, se mais reflète c'est dans la vrai. messe en Excuse-moi, latin. c'est mon travail. Mais non, mais c'est désolé, mais je t'aime trop. Je fais de l'analyse de culture, wesh, y a quoi. Et dans le Non, livre, mais t'as c'est raison. une scène T'as très raison, belle parce qu'elle se déroule, si je dis pas de bêtises, sur le site de la future cathédrale de Father Martin. Celle du qui est à coup, côté du bordel, du coup. Oui, ce qui est moins le sujet, mais du coup, il y a un côté où tous les deux. Et il dit qu'il regrette de ne pas pouvoir la bénir une dernière fois dans une vraie cathédrale et qu'elle n'aura pas le temps de voir à quoi elle ressemble. Ouais. Donc il y a un vrai côté de ils doivent faire la paix avec le fait que chacun ils veulent potentiellement des trucs qui vont pas arriver, que le destin est comme ça, ce qui rejoint aussi beaucoup de la foi chrétienne autour de Dieu a ses raisons et un chemin pour tout le monde et tout. Donc voilà, c'est très poétique et je trouve que ça, comme tu dis, ça humanise pas mal le personnage de Father Martin. On n'aura pas creusé les Portugais autant dans la série que dans le livre, il y avait pas le temps. Mais c'est très touchant. D'ailleurs, vous serez ravis d'apprendre que la personne avec la tête en coquetier, là, Father Martin, pourquoi j'ai noté Father Alvito c'est peut-être son nom. Hein. Il s'appelle Alvito Martin, genre. Bref, Peut-être. c'est possible. Mais bon, bref, cette personne qui a la pire coiffure de l'histoire de toute la télévision est jouée par quelqu'un qui s'appelle Martin Alvito. Tommy Basto. Et Tommy Basto, incroyable. Sachez qu'il a appris le japonais exprès pour Shogun et qu'il a également pris des cours pour apprendre à se comporter en... Enfin, comment dire À saluer. Non, mais tout le côté prêtre. En fait, tout le côté religion et comportement gestuel justement de la religion, ça, il l'avait pas non plus. Et donc, il a dû apprendre japonais et ça. Et je trouve qu'il s'en sort de fou malade. C'est vraiment trop bien. Et c'est chouette parce que je pense qu'un truc beaucoup plus cliché aurait été de faire de lui un prêtre un peu pervers. Ou alors amoureux de Mariko, tu vois, de jouer sur le truc de il a pas le droit d'avoir de femme, de voir peut-être même sur la réputation des prêtres et de leur potentiel intérêt pour des enfants, tout ça. Enfin, il y aurait pu avoir une diabolisation totale de ce personnage de prêtre qui au final est pas du tout le cas. Je pense que c'est juste comme beaucoup de personnages dans Shogun, c'est pas un mauvais gars, il est juste pris dans des enjeux qui le dépassent et il essaye de faire de son mieux avec la culture dans laquelle il a grandi, quoi. Ouais, et de toute façon, je pense que chasteté ou pas, c'est pas avec cette coupe que tu vas pécho, mon ref. Alors. C'est l'heure du seppuku. Putain, non. Donc on l'a pas dit, mais on a vu que plusieurs des femmes qui sont prises en otage sont venues in extremis avant d'être enfermées dans leur quartier rejoindre les concubines et les femmes de Toranaga pour attendre et assister au seppuku de Mariko. Donc il y a déjà un peu un vent de révolte où elles savent que en fait, si Mariko tombe, elle tombe avec elle, dans le sens où même si elle meurt pas de suite, ce sera le début de la guerre et la preuve qu'elles sont otages. Et que là, Mariko, elle est en train de potentiellement se sacrifier pour elle. Et je trouve que dans une série où il y a pas, enfin, il y a beaucoup de mecs et il y a pas beaucoup de scènes entre femmes, à part, il y en a eu un peu, mais dans Yukaku, il y en a eu quelques-unes, mais c'est très ponctuel, quand même. Oui, et il y a eu Ochiba et Mariko qui auront une scène ensemble bientôt. Mais je trouve que cette union des femmes, et dans le bouquin, c'est pareil, ça m'avait beaucoup touché, qu'ils se réunissent pour voir mourir l'une d'entre elles, et ça dit beaucoup de... Elles sont quand même toutes unies par... La sororité. Non, j'avais dit que je la referais pas pendant le podcast. Non, merde. Non, putain, je suis désolé. C'est quoi, je le garde? Juste, bisous. Cher Marikigai, je sais que tu vas écouter ça. Voilà, tu seras là pour le live. On peut être capable d'entendre des mots comme sorority pendant la discussion. Je suis désolé. Mais en tout cas, elles sont unies par un genre de vécu commun, de réalité commune que j'ai trouvé. Voilà, c'est un petit détail, mais en tant que féministe, ça m'a parlé. Non, et t'as carrément raison de le soulever parce que même, enfin, je trouve que dans cet épisode, il y a un truc qui est traité un peu en sous-texte, enfin, même pas forcément qu'en sous-texte, aussi de façon frontale quand elles discutent. Mais c'est la relation Ochiba-Mariko. Le moment où aussi Blackthorn arrive et Ochiba dit bah vas-y Mariko, traduis mes trucs. Et donc Ochiba raconte qu'elle a partagé son enfance avec Mariko, qu'elles se connaissent depuis longtemps et tout. Leur relation elle est super importante et je trouve que de plus en plus on commençait à voir un petit peu ce qui les liait. Et moi je suis passé de Ochiba c'est juste la méchante dans Resident Evil qui me fait peur. En fait c'est aussi un humain et c'est aussi un humain qui a vécu des trucs avec Mariko et auquel Mariko... aussi une victime. Qui a quand même été, rappelons-le, drogué à l'adolescence. Non, mais ça, oui, alors forcé ça, de... Oui, bah oui, c'est de ça que je parle. Non, mais ça évidemment. C'est juste que là, elle a un plan et elle est contre. Bah, elle est juste contre le gentil. Écoute, j'ai une question que je te poserai à la fin, mais je te laisse y réfléchir en attendant. Pourquoi est-ce qu'on est Team Toranaga ? À part c'est une bonne question. Hiroyuki Sanada est trop cool. Mais en vrai, qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette team et que c'est les autres les méchants, tu vois ? On en parlera à la fin. Ok. C'est l'heure du seppuku. Il y a donc beaucoup de public. Il y a Blackthorn. Il y a son premier rang. Il y a les femmes et elles se préparent
elle livre un poème qu'on n'aura pas. Ouais. Je pense que peut-être on l'aura dans l'épisode suivant. Qui est sa dernière volonté, en fait, c'est ce qu'elle. C'est son dernier poème. C'est pas ses dernières volontés. C'est pas genre Non, mais je lègue ceci et tout. Elle dit my final words. Donc en fait, Oui, c'est ça, elle c'est ses veut, derniers mots. ouais, enfin ses derniers mots, tout à fait. Elle veut que ce qu'on se souvient d'elle, ses dernières paroles, ce soit ce qui est écrit sur ce papier, qu'on n'a pas encore nous lu du coup. Tout à fait. Et elle demande à Kiyama de venir la seconder. Personne arrive. Elle se prépare. Enfin, est-ce que toi t'étais en mode ça va arriver, genre? Bah j'étais vraiment en mode ça va arriver, ouais. Mais après, enfin, non, en fait, non. Il y avait quand même une part de moi qui se disait que c'est pas possible de tuer Mariko, tu vois. C'est à ce moment-là de l'épisode, c'est pas possible de tuer Mariko. Mais non, mais 7 minutes plus tard. non, mais je me suis dit genre, c'est pas, enfin. Il y a forcément soit Yabushige qui va faire une dinguerie, soit Toranaga il va tirer avec les canons depuis Macao, la frappe orbitale et ils vont tuer tout le monde, je sais pas. Je me dis il va se passer un truc. Et effectivement donc elle commence le seppuku. Alors non, premier truc qui se passe. Non mais oui. Avant qu'elle commence. Il y a Blackthorn qui depuis tout à l'heure est derrière le mur, un peu regardé en mode on scred, il fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se prépare par ici C'est très dur. En vrai c'est très dur pour lui je trouve. Enfin ouais Est-ce qu'on a dit qu'ils ont... Non, c'est après. C'est après. Héros, c'est Thanatos. Tout à fait. Donc Blackthorn qui regarde du coup du coin de l'œil depuis le fond de la pièce, voit que personne ne va la seconder. Et que personne ne va l'arrêter non plus. Et que parce personne qu'il y a ne un va côté l'arrêter, genre, ouais. comme toi, tu vois, un truc genre, il va se passer un truc quoi, ça va pas arriver, on va pas en arriver là, et au final, il se rend compte que si. Ils seront à l'évidence qu'en fait, si personne ne le fait, bah autant que ce soit moi. Ouais. Et alors. On va donc effectivement. En vrai, c'est trop beau. C'est le moment où non, j'étais là, I'm back dans la romance. C'est la meilleure scène, je trouve, l'une des meilleures. Enfin, non, peut-être la meilleure scène de l'épisode. Moi, vraiment, j'ai trop aimé. Il y a un truc dans la façon dont ils se touchent, le jeu de regard. Elle lui donne son chapelet. Elle lui donne son chapelet. Enfin, je trouve vraiment ça trop beau. Et elle lui dit pas avant que je sois tombée. Ouais. Attends que je sois tombée pour me décapiter. Ouais. D'ailleurs, top 3 des phrases que t'as pas envie que ta meuf te dise. Bon là, non, on va pas. D'ailleurs, petit point, je suis content que ce seppuku n'ait pas eu lieu parce que voilà, quand même, il aurait foiré la décapitation. C'est sûr, il aurait été là en mode Toranaga à 12 ans, il a fait 9 coups. Alors que lui, il sait faire, tu vois. Mais c'est d'autant plus BG qu'il ait pris le risque, hein, parce que franchement, moi j'étais là. Ah non, mais jamais, moi je vais pas essayer de décapiter la meuf que je veux serrer, tu vois, c'est trop risqué. Enfin... J'aurais pris son fils qui lui a probablement commencé à apprendre le katana à 3 ans. Pour qu'il le fasse. Dit, tiens, va te rendre utile à ta mère là. T'as fait quoi pour elle dans ta vie? Mais non, effectivement. Je suis content que ce soit pas arrivé parce que ça aurait été compliqué pour Monsieur Blackthorn, même psychologiquement quoi. Oui, en termes de PTSD, de trauma. Mais néanmoins, donc là, Blackthorn vient effectivement la seconder. Il sort son sabre qu'il tient correctement cette fois-ci à deux mains et pas comme un sabre de pirate ou de corsaire anglais. Là, il le tient bien et je pense qu'il a aussi conscience du côté très cérémonial de un seppuku. C'est pas juste on va tuer quelqu'un, il y a toute une symbolique et tout. Bah, plus leur lien religieux parce que non seulement il lui donne son crucifix, mais il lui dit de toute façon l'enfer, je connais déjà ou j'y suis déjà destiné. Donc en fait, il la laisse pas se suicider parce que ça va damner son âme à elle. Ouais. Et lui, il est quand même croyant, tu vois. Et il pense que de toute façon, il ira en enfer. Donc il est prêt à commettre un péché en tuant quelqu'un, tu vois. Donc c'est aussi... il sauve son âme, tu vois. C'est genre... La rédemption. Ouais. Et Mariko sort le couteau à seppuku. Comment s'appelle le couteau à seppuku? Attends. Tu dis ça, on dirait un couteau à huître, mon gars. Mais non, mais désolé, un mais couteau à attends. poisson. Comment s'appelle le couteau qui sert à seppuku. Le seppukuto. Waouh. Attends, vous vous rendez compte quand même, vous qui écoutez ce podcast, que moi c'est tous les jours aussi hein, que je dois gérer cette personne quoi. Alors le seppuku est traditionnellement effectué avec un tanto, soit qui est un sabre plus court. C'est dommage parce que c'est un peu drôle comme mot tanto en français. Comme je te disais tantôt, tu vois, donc ça enlève un peu de drama. Ou un wakizashi. Mieux. Et le wakizashi, c'est effectivement le couteau cérémonial qu'on voit à plusieurs reprises dans Shogun, dans son petit fourreau de petits couteaux qui sert à ouvrir les ventres. Et là, c'est pareil, donc du coup, Mariko le sort. Et ça a l'air d'être. Ça a l'air, mais quoi. On voit la scène où on voit la lame qui se pose sur son kimono. Bah, elle vise un peu, elle a à une. Et d'ailleurs, à deux. Truc que j'ai trouvé bizarre, quand Hiromatsu et d'autres se font seppuku, ils ouvrent le kimono pour laisser leur torse apparent.
Est-ce que Mariko ne le fait pas parce que genre c'est une femme, Pourquoi c'est tu me différent? demandes en direct, frère? J'ai pas cherché. Mais c'est un, mais Je sais pas du tout. j'y avais pas pensé. Et là, effectivement, la scène qu'on voit, c'est le couteau qui se pose sur son kimono. Donc en plus, il y a 14 couches. T'imagines le truc de. Non, je pense que le kimono de seppuku, il est assez fin. Ah oui, c'est vrai, c'est le. Oui. Et alors, j'essaye de me souvenir si dans le bouquin, il y a une différence de traitement de nudité ou de poitrine nue, hommes et femmes, tu vois, parce que pour moi, il y a un peu un truc de, c'est une Bah femme oui. noble, elle va pas montrer ses seins, c'est à tout le monde, mais ça dépend des cultures. Il y a des cultures où les seins, c'est pas du tout connoté. Et je sais que par exemple, dans la série, la scène de plongeon entre Blackthorn et Toranaga, Blackthorn avait un micro petit pagne et Oui. Toranaga avait un full kimono de bain et tout. Dans le livre, ils le font à poil. Il y a pas de on va nager, on est à poil, tu vois, il y a beaucoup ouais. moins de pudeur. Mais pour les hommes, pour les femmes, j'ai pas souvenir. Donc peut-être que c'est normal qu'elle garde son kimono pour plein de raisons. Peut-être que le fait que ce soit une femme en fait partie. Ouais, non, mais. Je t'avoue que je saurais pas. Néanmoins, elle pose la lame sur son ventre et elle s'apprête à l'enfoncer quand soudain, Ishido, en personne, arrive. Il est saoulé. Le mec est saoulé. Et là, genre, Ah bah là, oh vas-y, c'est bon, tu me casses les couilles. Là, voilà ton permis. Là. Et il lui Eh jette oui. la feuille. Il lui jette la feuille. Et, il admet son bluff. et après, alors, le bluff a marché de fou. Mariko, encore une fois, la queen. Et Ishido, il lui sort un truc genre. Je sais plus c'était quoi la phrase précise, mais on va pas sacrifier une femme, quelle vulgarité. Enfin, tu vois, Ouais. il y a vraiment un truc de. On va pas quand même sacrifier une femme en seppuku pour ça, je sais pas quoi, et il se barre. Oui, de toute façon, vous allez revenir bientôt. Il essaye de reprendre le contrôle de la situation, de sauver la face, mais tout le monde sait qu'il vient d'admettre sa frérot, défaite. t'as Et perdu. immédiatement, des femmes otages lui disent nous aussi on veut partir. Et il dit Ouais. faites votre demande de permis, c'est bon, tout le monde pourra partir, c'est bon. Et donc. Comment on fait? Attends. Avant ça, Mariko tombe de soulagement, enfin tombe de. Voilà. Ouais, il s'est passé beaucoup d'émotions là, je pense. Et moment où on a eu peur parce que elle a dit à Blackthorn attends que je tombe pour me décapiter, et après elle tombe, mais de. Non. Et j'étais C'est- là genre frère, non, ne le fais pas! Ça rappelle l'histoire du faisan, quoi. Parfois, les mots ont un sens, Ouais. Mariko. Et donc elle est effectivement soulagée et contente. Elle pose sa tête par terre et après Blackthorn lui tend la main pour l'aider à la relever. Et moi c'est la scène où je me suis dit, à ce moment de la série, bon déjà petite pensée pour Buntaro mon ref, mais on s'en bat les couilles, mais c'est à ce moment-là de la série que je me suis dit, il y a plus, enfin ils s'embêtent plus, je trouve, Blackthorn et Mariko, à laisser penser qu'ils sont pas ensemble ou à cacher leurs sentiments ou quoi. Là dans cette scène, j'ai perçu ça comme tout le monde dans la salle voit le rapport qu'ils ont, et je sais pas, moi c'est comme ça que je l'ai Ah, je perçu. sais pas, je pense que les rumeurs continuent à aller bon train, hein, mais pour moi, c'est beaucoup plus fort qu'il se soit proposé pour la seconder Ouais. que la façon dont il lui prend la main, et sachant qu'elle est. Non, mais alors au c'est bout pas de la sa façon vie, dont tu il vois. lui prend la main, c'est la façon, c'est le plan de fin. Il y a un plan de fin où elle se relève. Et alors bon, ils se sont pas roulés une pelle, tu vois, mais Il se regarde. ouais, il y a un truc dans le regard, il y a un truc dans l'électricité dans l'air, le. Écoute, de toute façon, on y arrive. Ils vont aussi passer, ma foi, du temps ensemble en faisant fi des potentiels regards indiscrets du château. Mariko part pour aller se coucher. Et là, qui rentre dans la salle. C'est Blackthorn. Et Blackthorn, qu'est-ce qu'il fait? Il a serré Mariko, ouais, épisode 9, t'as serré Mariko, il ken. Et cette fois-ci, la lumière était allumée, t'es sûr Ouais, que c'est... ils sont enfin pécho. Sachez que ce jingle là, ce bruit, il l'a mis en vrai. Pendant la scène, on est là devant Disney+, le mec sur son téléphone, il passe ça. Et du coup, dans mon conducteur, j'ai écrit point. Bah oui, non mais évidemment, désolé mais Ça bon. se sert. Écoute, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Carpe diem, hein. En l'occurrence, demain sera fait de autre chose. Oui. Mais voilà, ils se chopent, on imagine la nuit. C'est beau, on est content. Voilà, on est content et ils se réveillent en cuillère. On le voit le lendemain, ils sont. Alors, c'est pas le lendemain, c'est la même nuit. c'est la Pourquoi même nuit, c'est vrai. Parce que pendant que monsieur et madame chauffent le tatami, Yabushige sur un rempart Ouais. parle avec un des gardes du château. Et il se bourre, enfin il fait semblant de se bourrer la gueule. Tout à fait. Ouais. Et alors, c'est là le moment où, je dois dire, je ne vous juge pas, mais il y a pas mal de gens qui nous ont écrit « Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait Yabushige ?» Parce que Yabushige, il tue un garde de Ishido, qui est, je crois, en plus le mec qu'on avait vu faire le tambour du seppuku, donc il était Ah cool, oui, quoi. en Phil Collins là. Yabushige lui fait le classico « Regarde là-bas, qu'est-ce qu'il y a ?» Et il le plante. Ensuite, il plante un autre gars, et là, il va ouvrir une petite porte dérobée. Et il y a des shinobi, des ninjas au visage couvert qui se déplacent comme des ombres et qui envahissent le château.
Mais Qu'est-ce qui se passe, Valentin, c'est beau. trop bien. Et enfin, donc on voit donc une troupe de shinobi rentrer, une première. Il y a le shinobi master, le mec qui est devant Yabushige, qui le tient contre la porte. Et d'ailleurs, il compte les secondes avec son doigt sur son. Je trouve ça très bien. C'est trop classe. Il compte les secondes pour faire rentrer le deuxième groupe et les gens qui meurent. Parce que donc, Yabushige, là on se rend compte que le service que lui avait demandé Ishido, c'était en fait de laisser rentrer les shinobi. Parce qu'en fait, il faut comprendre que Ishido, il a perdu. Et du coup, Miskin, il a envie quand même que Mariko, elle soit morte. Non, le but c'est pas de la tuer, c'est de la kidnapper. Pour la garder captive. Comme ça, à la fois, elle part pas et elle est pas morte. Parce que si elle est morte, et on verra, c'est de. En gros, il avait deux issues. Soit elle part et tout le monde part et je perds la face. Voilà. Soit elle est morte et tout le monde est vénère contre moi. Là, il est là. Ou alors, oh non, elle s'est fait kidnapper par des méchants, on sait pas où elle est. C'est toujours l'idée de je peux gagner une journée de plus, tu vois. Oui, le temps d'un bâton d'encens. Oh. Mais donc effectivement le service c'était de laisser rentrer les shinobi et on voit d'ailleurs qu'ils tuent les soldats et tout, mais les femmes ils les attaquent pas, donc ils ont des ordres, ils savent qui viser quoi. Il y a une scène avec une mère qui dort avec son enfant dans le lit et j'étais là en mode c'est la compagne de Toranaga. C'est l'enfant de Toranaga en plus. Moi j'ai eu un peu peur pour le bébé, je t'avoue. J'ai eu un peu peur aussi, mais donc ils arrivent en mode full Ninja Warrior et ils sont en train de tuer tout le monde et ils cherchent effectivement Mariko. Je savais pas que c'était pour la kidnapper, moi je pensais que c'était vraiment pour juste la tuer parce que Ishido il a perdu, il est en mode vas-y, autant la tuer. Mais non, effectivement. Ils arrivent. Et donc là, Blackthorn, il entend le bruit. Enfin, ils entendent le bruit tous les deux. Donc ils étaient en petite cuillère là, dans le lit, ils se mettaient bien et tout. Et jamais ils peuvent kiffer eux. Je pense, en vrai, jamais ils peuvent kiffer plus que 2 heures. Ouais, mais là déjà il avait la lumière allumée, donc déjà en vrai désolé. C'est pas un bon ratio. Genre, il a fait une première fois avec la lumière éteinte, il n'était même pas sûr que c'était elle, et là au moins il a eu la lumière allumée. Genre il a pu au moins être sûr que. Ouais, c'est déjà ça. Quoi. C'est bon, la barre est basse, mais bon. Et donc il se réveille, lui directement la bite à l'air, il sort son gun là, son mousquet, dans les gars qui arrivent, qui eux ont des épées. Donc les shinobi sont vraiment là au corps à corps et il est en full John Wick. Ouais. Il tire à travers les murs, il fait des trucs qui normalement je pense sont pas possibles à faire avec un... Alors en vrai si c'est assez taffé. Moi j'ai adoré notamment, il montre comment il recharge pendant et il souffle sur le mousquet pour être sûr qu'il reste pas de braise et tout. J'étais en mode alright Blackthorn, now you can get it. Et en fait je trouve que c'est bien de montrer que Blackthorn qu'on a vu relativement incapable jusqu'ici, à part en peut-être parler différentes langues, en fait il y a 2 trucs sur lesquels il est méga entraîné, c'est piloter un fucking bateau et se battre avec des guns. Mais on lui a jamais le temps de le faire ou l'opportunité de le faire, donc forcément. Et du coup je ne sais pas d'où viennent ces flingues, est-ce que c'est ceux de Fujisama qu'il avait confié à Fujisama qu'il a récupéré? Je pense que oui, je pense qu'il se déplace pas sans. Du coup le coup de j'écoute pour savoir où viser, je fais un trou, j'attrape le bras du ninja du shinobi de l'autre côté, je le tire vers moi. Alors oui, il y a un côté un peu film d'action chorégraphié. Ça, je le faisais dans Call of Duty, c'est un wallbang quand tu tires à travers le mur. Mais en vrai, il est entraîné Blackthorn, tu vois, c'est pas un pouilleux quoi. Pour naviguer au nom de la reine d'Angleterre, il faut quand même être quelqu'un. Et il défend Mariko et donc là il se... Elle a un couteau mais plus petit, donc bon. C'est vrai qu'on n'a pas dit, on l'a mentionné tout à l'heure vite fait, mais il y a ce truc où Yabushige, une fois qu'il a laissé rentrer les shinobi, il a tout ce jeu d'acteur en mode oh non, oh là là, une invasion, ils sont ici. Et il casse une bouteille, il est là, quoi? Oh non, des intrus, mince, par ici. Vraiment, je crois que dans le bouquin il se blesse volontairement pour faire croire qu'il s'est fait attaquer et qu'il en a à peine réchappé. Acteur studio le gars. Moi j'avoue. Mais bon, dans la panique, tout le monde pense qu'il est Team Toranaga, donc ça se tient. Et donc ils se retrouvent. Alors c'est marrant parce que dans la Mariko c'est tout de suite qu'ils sont là pour elle, les shinobi. Dans le bouquin Blackthorn il passe genre vraiment, il dit genre 12 fois non ils doivent être là pour moi et tout. Et Mariko elle est là vraiment t'es nobody, arrête, ils sont vraiment là pour moi. On s'en fout de toi. Là elle dit ils sont là pour moi, Blackthorn dit compris, pas de souci, on va te protéger. Et donc il y a 2 options, soit on essaye de sortir du château mais le risque c'est d'être capturé et Mariko elle dit je refuse d'être capturée, soit je sors d'ici soit je suis morte. Et elle dit il y a un endroit où on peut se barricader parce que c'est un peu des seuls endroits qui est un genre de réserve d'entrepôt où il y a une porte effectivement lourde et épaisse parce qu'on rappelle que les portes en papier pour se défendre c'est pas fou. Bah oui, puis il y a aussi le truc les shinobi peuvent la péter en 2 quoi. Oui voilà. Et donc celle-ci ils doivent la faire exploser ou l'enfoncer pour pouvoir rentrer dans la pièce où sont barricadés Yabushige, Blackthorn, Mariko et du coup les femmes de Toranaga. Et il y a un moment où Blackthorn il est dans le déni, tu vois, il est là en mode vas-y on va mettre un truc devant la porte, là on va pousser une armoire, Yabushige. Parce qu'on entend qu'ils vont la faire exploser. Ouais, on entend qu'ils vont mettre une charge dessus et la faire exploser.
Et Blackthorn il veut pousser le truc machin et il dit à Yabushige aide-moi. Et Yabushige il l'aide pas. Et Mariko à ce moment-là, elle, sachant qu'ils vont faire exploser la porte, tout le monde se décale vers l'arrière pour ne pas exploser. Mariko elle se colle à la porte en mode Vous ne passerez pas. ouais vraiment ouais non c'est triste. Elle se colle à la porte et elle dit c'est important aussi ce qu'elle dit. Je crois qu'elle dit c'est Ishido le coupable ou je sais pas quoi là. Oui, que moi, Mariko Sama, je dénonce cette agression, où en gros, elle fait en sorte que sa mort ait le poids politique qu'elle aurait eu anyway, et qu'elle puisse déclencher des hostilités et faire tomber Ishido, que sa mort ne soit pas vaine, quoi. Et elle meurt. Hein. Oui. Là après la. Enfin, après, je veux bien que on n'a pas vu le corps. On sait pas. Imagine. La porte explose. Imagine, on sait pas, on est en 1600 peut-être, l'explosif c'est pas du C4, tu vois, c'est c'est vraiment de la poudre, la porte était lourde. Non, Mariko est morte. Mariko est morte. Voilà, c'est ainsi que Mariko Sama meurt. Après voilà, moi en vrai je suis content parce que les deux je les shippais, ils ont réussi à se serrer. Comme 2 fois. Ouais mais pour moi c'est plus la deuxième fois qui est importante parce qu'ils ont pu se regarder, tu vois. C'est la première fois ça compte pas. Quand t'es pas sûr de la personne avec qui tu fais l'amour, ça compte pas, je suis désolé. Mais lui, il était sûr jusqu'au lendemain. Oui, lui, sur le coup, il était là. Ah ouais, sûr. Mariko. Et le lendemain, il était. Mais si, après, il le savait. Non, je suis pas d'accord. Mais bon, au moins, écoute, moi, mon arc, il est terminé. Pour moi, la série peut s'arrêter là. On a eu la romance Mariko Blackthorn, c'est bon. Pendant ce temps, Buntaro. Comment il va réagir ? Est-ce qu'il va être content Est-ce qu'il va se seppuku ? Parce que, je sais pas. Non, je pense qu'il va débarquer avec Toranaga et qu'il va être que le fait qu'on sache que c'est un très bon combattant, il va tout donner. Peut-être qu'il va mourir, tu vois, un côté genre, on peut pas le réhabiliter, mais il peut mourir en vengeant un petit peu sa femme et tout. Peut-être qu'il y aura une confrontation avec son fils. C'est possible, pas trop. Possible. Du coup, rip Mariko, merci pour tout, t'étais vraiment la meilleure meuf. C'est marrant parce que comme alors Mariko est inspirée de plusieurs personnages réels et dans la vraie vie le personnage de John Blackthorn était aussi impliqué avec une femme japonaise qui elle n'est pas morte comme ça, et du coup il y a plein de gens qui étaient là, j'ai regardé plein de vidéos sur la véritable Mariko de la vraie histoire, et du coup je pensais qu'elle allait pas mourir parce que dans la vraie vie Blackthorn il a une meuf japonaise qui meurt pas, et les gens sont là mais c'est pas la vraie vie en fait, c'est Shogun. Oui. Du coup je te demande, à ton avis, il reste un épisode, qu'est-ce qui va se passer dans la suite à Shogun? Moi en vrai, là il reste un épisode, donc en vrai, voilà, je vais le dire parce que je sais que la France le veut, la France le demande, la France finalement l'exige. Les canons là, moi je veux des canons. On nous a vendu des canons depuis le début de cette série. On a formé les hommes de Toranaga. On a formé les gars, il y a des gars, ils sont morts avec des canons, il y a Blackthorn, il connaît les canons. Tout le monde est dans les canons, il n'y a pas les canons. À l'arrivée au port d'Osaka, il y a Blackthorn qui remarque voilà le bateau des Portugais avec tout l'argent qu'ils récoltent en vous arnaquant et tout. Et Yabushige lui dit je m'en bats les couilles des histoires de Kato. Ouais. Mais on nous rappelle qu'il y a le bateau portugais au port, donc les canons, les machins. Rappelons que Blackthorn y était là, si je peux le couler. En fait, c'est pas mal. J'abîme la couronne d'Espagne et du Portugal, voilà. Des canons donc. Donc j'aimerais, ça c'est pas ce que je pense qui va arriver, mais j'aimerais bien en tout cas. Bagarre Toranaga, genre Toranaga se bat. Non, je pense pas. Je pense qu'il va pas rentrer. Il faut qu'Ishido il meure, tu vois, genre il faut qu'à un moment quelqu'un tue Ishido, mais je sais pas. Est-ce que Ochiba va tuer Ishido ? En fait, je sais vraiment pas pour le coup comment ça va se passer. Soit il y a la suite de l'assaut et l'épisode 10 c'est un épisode mi-baston, mi-retombée. Soit en fait ça s'arrête là et il y a... Je réfléchis, est-ce qu'il y aura maintenant, mais il n'y aura pas de reddition, c'est pas possible, elle est pas morte pour rien. Non, mais en vrai, pour le coup, je sais vraiment pas. J'imagine, le plus probable, c'est qu'ils vont continuer à se battre et ils vont pour le coup prendre d'assaut le château maintenant. Surtout que Mariko a déclaré que c'était Ishido qui l'avait, voilà. Donc ouais. Je pense qu'ils vont continuer à se battre. Ça va être la fin de la bataille. Tu penses que Toranaga est Shogun à la fin? Finalement, Shogun, pas Shogun, il n'y a pas de bonne mauvaise situation. C'est non, je pense que ouais. Ok. Ouais, mais après toi tu sais parce que t'as lu le bouquin donc. Oui, moi je vais pas faire de prédiction, ce serait quand même un peu. Mais fort je pense il est Shogun, mais il est saoulé, tu vois. Il est Shogun en mode, oula, j'ai pas envie d'être, oula. Mais à quel prix? Mon fils il est mort, Mariko elle est dead, je dois me taper l'autre qui pue là, qui boit de la bière.
il est saoulé, Toranaga, Ok. je pense, d'être Shogun. Mais effectivement, je pense que la bataille continue dans l'épisode 10. Et moi, il y a un truc que j'attends vraiment, c'est l'impact que ça va avoir sur Blackthorn. Je pense que Blackthorn, il va partir en couille là. Il va partir en couille de fou. Il commençait déjà, Comme John Wick. exactement comme John Wick. J'ai failli faire une métaphore, une analogie entre le chien de John Wick Non. et Mariko, mais je Non, me non, suis dit non, non, non. soyons respectueux pour. Bah, surtout que John Wick a littéralement une épouse morte, donc si on doit faire une allégorie, on peut parler de cette personne, quoi. Oui, mais c'était avant qu'il. Bon, bref. Oui, oui. C'était Euh, le Ching. Mais ouais, non, curieux de l'impact que ça va avoir sur Blackthorn. Curieux de. Est-ce que quelqu'un va confronter Yabushige? Parce que là, Yabushige, il joue sur 1000 tableaux, mais c'est quoi la finalité? C'est quoi ta finalité à toi, là? Genre, Yabushige, si Ishido il meurt, en fait, c'est vrai que lui, dans tous les cas, il gagne. Parce que si Ishido gagne, il gagne. Si Toranaga gagne, il gagne. Sauf si quelqu'un dit à Toranaga que c'est lui qui a fait rentrer les shinobi sur ordre d'Ishido. C'est vrai. Mais qu'il serait? À voir la suite dans le prochain épisode. J'en viens à ma deuxième question, celle que je t'ai teasée, et ensuite on pourra faire bien sûr le point Nodus a fait des recherches. Le point. Oui. Pourquoi est-ce qu'on est Team Toranaga finalement? Alors, Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il est plus légitime en tant que leader, que ce serait un meilleur leader, qui mérite d'être chef au point que les gens se sacrifient pour lui et tout, quoi? Pour moi, il est plus humain. Il a plus d'empathie. Il est aussi infiniment plus beau que Ishido, je suis désolé. C'est vrai, c'est réel. Non, mais en fait, il est. Désolé, mais pour moi, il est plus intelligent. Il mérite de gagner, il mérite la victoire. C'est pas un truc de les gentils doivent gagner, machin et tout, mais juste, il est plus intelligent. Il arrive toujours à prévoir en 4D. Il arrive à masquer ses plans quand il en a un. Il maîtrise très très bien le relationnel et la diplomatie entre humains. Il sait très bien où placer ses pions, des pions comme Mariko, des pions comme Blackthorn. Il sait très bien où placer les gens. Et pour moi, il mérite de gagner parce que juste, il est plus fort, quoi. Et enfin, c'est lui le vrai GOAT, c'est lui le vrai MVP de la série. Je trouve, là, encore jusque-là. Après, pourquoi on serait Team Ishido? Bah, il n'y a aucune raison, je suis désolé, mais les gens qui sont Team Ishido, moi, je ne vais pas leur parler. Si vous nous écoutez là et vous êtes Team Ishido, mais arrêtez d'écouter. Bien sûr, Personne n'est Team Ishido. C'est toujours aussi des codes scénaristiques. Hein. Le héros est dans le camp de Toranaga, donc on est dans le camp de Toranaga. Les personnages qu'on suit sont Team Toranaga, donc on s'y attache. On sait pas qui est vraiment fidèle à Ishido ou à Kiyama, tu vois, on les connaît pas ces gens. Tout comme on est Team Stark parce que ça a l'air d'être les gentils dans Game of Thrones. Mais je trouve que c'est intéressant de se poser la question parce que comme Blackthorn, on est débarqué dans ce monde, en fait, on n'a aucune idée des tenants et des aboutissants de... Tu vois, si ça se trouve, Toranaga, c'est le plus grand seigneur de guerre cruel. Et juste ses potes, ils disent non, c'est le meilleur, il mérite de gagner. Et comme nous, on parle qu'à ses potes, bah, on est dans sa team, tu vois. Mais c'est marrant de se demander pourquoi on est autant impliqué dans sa victoire alors que on sait pas vraiment c'est quoi son programme, finalement. Bah, on est aussi impliqué parce que la série veut qu'on soit impliqué pour lui, tu vois. Moi, ça me fait penser aussi à la façon dont. Enfin, comment dire? Ça me fait un peu penser au rapport qu'avaient les gens qui matent, enfin certaines personnes qui mataient Breaking Bad avec le rapport avec Skyler. Qui est donc la femme du héros. Ouais, qui est la femme de Walter White et qui est donc, du coup la femme du gars qui va faire de la méthamphétamine parce qu'il a un cancer des poumons. Et tu vois, dans cette série, elle est présentée comme en vrai un antagoniste et la meuf chiante qui va contrecarrer les plans de White et le faire chier et voilà. Elle a été lue comme ça en tout cas. Non, voilà, elle a été. Elle a forcément été écrite comme ça. Non, mais enfin, elle a pas été écrite comme ça, mais elle a été mais le rôle, lue et interprétée par quasiment tout le monde. Par comme les ça. hommes. Par les hommes. Enfin, il y a vraiment un gros axe misogynie. Oui, non, mais il y a le traitement de Skyler White. Elle avait reçu des menaces de mort. Après, l'actrice avait reçu des menaces de mort parce que justement les gens détestaient tellement les hommes détestaient tellement son personnage qu'ils sont allés jusqu'à menacer de mort la meuf qui l'a joué. Et moi, ces trucs-là, ça me fait penser à comment tu présentes un personnage dans une série, comment c'est lu, etc. Là, il y a rien qui me laisse penser que Toranaga c'est un méchant, tu vois. Il est présenté comme un gentil. Enfin, ouais, non, même dans les moments où Blackthorn il lui fait des requêtes et que Toranaga n'y accède pas, en fait, on sait pourquoi il accède pas à ces requêtes. On sait, enfin, Toranaga pour moi c'est Mais là, par exemple, Blackthorn il dit que c'est abusé de la part de Toranaga d'envoyer Mariko. Faire une mission aussi risquée, faire le sale boulot, aller à l'abattoir, tournez-le comme vous voulez, alors qu'il a plein d'hommes liges qui seraient prêts à le faire pour lui, et que c'est pas juste d'envoyer Mariko dans ce rôle. Donc je pense que pour Blackthorn, Toranaga est moins noble. Enfin, il y a aussi un côté... oui, on voit des gens très nobles donner littéralement leur vie pour lui, donc on se dit bah ça doit être un gars quand même, ça doit être quelqu'un. D'un autre côté, quel genre de gars
envoie Mariko faire cette mission en sachant très bien qu'elle risque de pas revenir, tu vois. Pour Black Thorn, c'est antinomique. Bah, tu peux pas aimer quelqu'un et être ok avec sa mort. La meuf veut et mourir c'est là depuis où... cet épisode, tu Oui, vois. Et il y a mais ça aussi. Bah, bon. depuis 14 ans, on le voit dans le Oui, flashback oui. d'intro, quoi. Pour moi, il y a ce truc aussi où on fait d'une pierre deux coups, quoi. La go veut mourir, mais elle a pas envie de se. Bah non, si, parce que si, elle veut seppuku. Pour moi, c'est déjà beaucoup plus plausible si c'est Mariko qu'on envoie faire ce truc. C'est moins cramé que si on envoie un soldat ou un roi lige ou voilà. Bon, je sais pas, pour moi, ça a du sens. Et en vrai, Ça a du sens, mais c'est bien de s'interroger sur la moralité des choix qu'on fait en tant que public, quoi. personne n'est parfait. Écoute, Et bon. On fait tous des erreurs, on envoie des gens assez beaucoup. Bah, je préfère router pour un gars qui envoie Mariko se faire tuer alors qu'en plus elle est genre tu vois elle est consentante de fou plutôt qu'un gars qui prend en otage tout le monde en disant non personne n'est pris en otage ici. Alors Toranaga avait fait exactement pareil. Hein. Il avait Ochiba en otage parce qu'elle est venue rendre visite à sa fille qui accouche, mais pendant les premiers épisodes, Ochiba elle était en otage à Edo. Officiellement bien sûr en visite et bien sûr libre d'aller et venir, mais c'est Ishido qui a dû ordonner, enfin le conseil a dû ordonner à Toranaga de la ramener, et quand elle est revenue, elle était là, ça fait du bien de sortir de cette prison. Et Donc, voilà, je suis triste, mon amitié s'arrête ici avec Toranaga. Mon amitié s'arrête là avec lui. c'est juste pour Toranaga, dire, connard. Voilà. peut-on être un seigneur éthique ? Vous avez 4 heures. Pendant ce temps, Nodus. Non mais d'abord t'as noté une question que moi je trouve intéressante. Oui. Pourquoi Blackthorn il fait un petit trait dans les cailloux ? Ah Il y a oui, un moment on n'en a pas parlé. où Blackthorn il est tiraillé par sa masculinité, son rapport à autrui et le choc des cultures. Bah, à part le fait que Sazuz va se suicider dans Oui, 10 surtout. minutes aussi. Quand même, c'est le contexte. Il va dans les cailloux, donc ces fameux cailloux qu'on voit depuis, Le jardin zen. les jardins zen avec des graviers qu'on voit depuis plusieurs épisodes et voilà, qui sont très bien ordonnés, qui correspondent enfin c'est un truc que tu dois pas disrupter. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il disrupte. Lui, il disrupte. Macron. Il est en mode start-up, il arrive, il fait un trait au milieu du jardin zen. Et c'est vrai que sur le coup, moi, je me suis demandé pourquoi. Alors, moi, je sais ce que tu as noté, mais donc pourquoi est-ce que Blackthorn fait un trait dans ce jardin zen si beau et si bien dessiné ? Bien écoutez, j'ai cherché, je me suis aussi interrogée. Il y a plusieurs interprétations, hein, on est de l'ordre de la symbolique. La première, c'est que il a envie de disrupter l'ordre qui fait que Mariko s'apprête à se suicider. Et du coup, ça pourrait nous induire dans il va faire une dingue pendant le seppuku, il va essayer de l'empêcher ou quoi. D'un autre côté, c'est aussi un écho du générique dans lequel le navire de Blackthorn il traverse, donc les mers japonaises sont tout à fait. représentées par un jardin zen, et t'as tous les emblèmes des seigneurs qui se dessinent et tout. Et le navire de Blackthorn il traverse ça comme une coupure, comme une rupture. Il vient justement disrupter ce Japon qui était en train de vivre sa vie en fait avant qu'il arrive et qui a quand même été bouleversé par son arrivée et la symbolique derrière. Et il y aura un avant et un après. Les Anglais et les catholiques les Anglais et les protestants sont arrivés pour le Japon en général. Et je trouve que ça représente aussi un peu la dualité de Blackthorn qui il coupe en deux en fait, et lui il est lui-même un pied de chaque côté, tu vois, de cette barrière. Il est entre tradition et modernité finalement. Tout à fait. Et il a envie de disrupter l'harmonie, mais en même temps, on verra qu'au moment du seppuku, il finira par se ranger aux traditions plus qu'à la modernité. Moi, j'aurais fait accepter de participer. Je pense que j'aurais fait un zouzou dans le jardin zen. En vrai, t'es tout seul. C'est pour ça que t'es pas invité. Toi, t'aurais été avec les collègues de Blackthorn là qui se lavent pas. Tout le monde est occupé, ils font des trucs, ils se battent. Moi, j'arrive, petit jardin zen, une tub. Personne sait, tu vois. Enfin, désolé, mais après, tu t'accuses le jardinier et hop. Oui, et on a vu que Blackthorn, les cailloux dans le jardin, les jardins zen, ça lui parle. Ouais. Quoi. Il y a un écho. Voilà, donc c'est pas une certitude, mais c'est des interprétations possibles de ce geste qui, comme beaucoup de choses dans le Japon de l'ère Edo, est chargé de symbolique. De métaphores. Valentin. Bon, tu nous as préparé quelque chose. Au dernier épisode de ce podcast, je sais que vous commencez à être toutes et tous très intéressés par l'histoire du Japon, comme moi, comme nous tous. Je vous avais promis un point toilette sur comment on fait caca ou pipi au Japon féodal, dans quel type de toilette, quel type d'infrastructure, quelle cérémonie éventuelle, quel équipement, comment fait-on pipi ou caca au Japon féodal. J'ai donc passé 1 heure. J'ai honte de le dire parce que vraiment c'est à chier le résultat. J'ai donc passé 1 heure et lancé 3 logiciels différents pour créer un jingle. Qui, on l'espère, sera pour moi une étape franchie par rapport au jingle de la fois d'avant, qui était un brouillon de celui-ci, mais qui sera moins bien que les jingles que je ferai pour l'épisode final sur Twitch. Donc voilà, c'est le jingle des toilettes que je vous ai fait maintenant. Et donc Mimi, tu vas pouvoir l'écouter en direct. J'ai passé 1 heure.
Je dois faire caca, je dois faire pipi, mais je ne sais pas, je ne suis pas d'ici. Comment fait-on caca? Comment fait-on pipi? Au Japon féodal, oui, aidez-moi, merci. Je vis avec. Est-ce qu'il est pas incroyable ce jingle en vrai? Je vis avec, hein. C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. J'ai pris alors. Waouh. Ce jingle est fait à partir d'une vraie musique traditionnelle de l'ère Edo, sachez-le. C'est un manque de respect. J'ai pas juste tapé Japan Beat instrumental sur YouTube. Japanese Lofi. Non, c'est vraiment de la musique traditionnelle que j'ai loupé sur une boucle de 6 secondes 30, ce qui fait donc un jingle d'à peu près 13 secondes, voilà, sur lequel j'ai posé ma voix ainsi qu'un bruit de P. Voilà, retrouvez-le sur SoundCloud. Ouais. Bon, bref. Bientôt un EP, Valentin. Non, mais en plus, je suis pas bon chanteur et je suis pas bon jingler. Mais j'aime bien, hein, c'est rigolo. Le public te remercie. Mise en situation, tu es Cosmo Jarvis, a.k.a. Blackthorn, a.k.a. Anjin Sama. Tu viens d'éclater une bouteille de saké avec Buntaro, ton meilleur pote évidemment. Et tu viens de t'éclater également un demi-faisant mal cuisiné à moitié pourri. Tu as besoin d'aller aux toilettes, tu as besoin d'aller faire pipi et ou caca. Comment tu fais? Tu vas où? Qu'est-ce que quoi? Dis-le nous, Valentin. En vrai, je sais pas du tout, j'ai pas cherché. Eh ben, moi je le sais parce que j'ai fait des recherches et j'ai vu des images qui resteront à jamais gravées dans ma tête. Donc je ne vous apprends rien, le Japon est un pays célèbre pour tout son système de toilettes, pas juste parce que votre pote Sapio du 11e a fait installer des toilettes japonaises chez lui, non, mais parce que c'est un pays qui a aussi amené énormément d'innovation en matière de toilettes, en matière d'hygiène. D'hygiène, mais particulièrement pour le coup de systèmes de toilettes qui ont été exportés dans pas mal de pays d'Asie et de pays du monde à cette époque-là. Pendant qu'à Londres, rappelons-le, on chiait par les balcons. Dans la rue. Non mais vraiment en France on chie dans les coins des pièces quoi. Pays des lumières, mes couilles. T'es là, tu es en soirée, il y a ton pote dans le coin. Mec, pourquoi tu chies sous le bar là? Donc les toilettes, on en utilisait quand même depuis assez longtemps au Japon, depuis l'aube de la civilisation. Il y a eu différents types de toilettes et différents moyens de faire pipi ou caca en fonction des différentes aires du Japon. Par exemple, pendant l'époque de Nara, donc de 710 à 784 à peu près, on a commencé à faire un système de drainage, un système d'irrigation. Incroyable. Avec des tuyaux sous la ville. 1000 ans avant les événements de Shogun, ils avaient déjà des égouts. C'est un délire. Et d'ailleurs, dans les années 1500 à 1600, donc un tout petit peu avant l'ère Edo, pendant l'époque Azuchi Momoyama, ne me demandez pas qui c'est, mais c'est noté. On a fait à Osaka, donc la ville qu'on voit là dans le Shogun, on a construit ce qu'on appelle les égouts taiko, qui sont en fait sous la ville. Il y a un système de tout à l'égout et d'égouts qui évacue du coup les eaux usées. Mais donc, saviez-vous? Même de nos jours, dans le Japon moderne, les plaques d'égout sont souvent de vraies œuvres d'art qui représentent les symboliques de la ville, de la région, du département et qui sont savamment décorées. Voilà, les plus belles sont dispo bien sûr sur Internet. Après donc à l'ère, alors on va partir de la base effectivement. Comment on fait pipi, comment on fait caca. Où est-ce qu'on va déjà? Y a-t-il un endroit dédié? Avant ça, on allait soit chier dans la nature ou pisser contre un arbre, tu vois, comme tout le monde. Après, les gens ont commencé à faire des trous, notamment au bord des rivières. Les latrines publiques étaient généralement construites autour des rivières. On les appelle les kawaya, parce qu'on dit kawa pour une rivière en japonais. Et donc les kawaya, c'était les latrines qui étaient généralement construites le long d'un ruisseau. Plus pratique pour que le petit caca flotte et s'en aille. Oui, faut pas aller se baigner en aval. Pardon. Non, faut pas que Toranaga il pique une tête après quoi. Ouais. Et rien à voir donc avec kawaii, qui veut dire mignon. Ce n'est pas un mignon petit endroit où faire caca, c'est l'endroit près de la rivière. Et rien à voir avec le kawa, qui est le café, mais... Alors peut-être, non. Vous avez du thé. Et donc, ça a effectivement évolué. Pendant donc, l'époque de Nara, on a fait donc ce système d'irrigation, on a fait des ruisseaux, on a fait des larges ruisseaux, on a redirigé de la rivière pour que ça serve d'eau, de système d'évacuation de l'eau, et on s'accroupissait les deux pieds à côté d'un trou, un peu comme des toilettes turques. Un peu comme des toilettes turques, mais accroupies. T'es pas genre les toilettes turques, t'es accroupi. Hein. Quand tu fais caca, mais quand tu fais pipi, t'es debout. Alors si moi, en tant que personne qui n'a pas de pénis, je suis accroupi anyway. Mais du coup, effectivement, un petit peu comme les toilettes turques. Et moi, je me suis demandé comment il s'essuyait, tu vois, genre. Oui. Au début, on utilisait des algues. Donc là, en l'occurrence, avant l'ère Edo, aux alentours de 1400-1500, on utilisait des algues. Et après, à l'ère Edo, j'ai découvert, et ça, j'ai trouvé ça mais incroyable. Au Japon, il y a les baguettes qu'on utilise pour manger.
Mais il y a d'autres baguettes. Moi, je Il savais faut pas pas. confondre. Il faut pas les confondre. Elles s'appellent les choux. Alors, désolé, ma prononciation va peut-être être nulle. CHUGI. Donc, je sais pas si on dit Shugi. Shugi ou Shuji. C'est Shugi. Shugi. Je crois que c'est Shugi. Comme parce que- Yugi. Ouais. Yu-Gi-Oh. Shugi. Shugi. Donc, d'autres baguettes qui sont des bâtons de bois appelés Shugi, qui servaient concrètement à. Il y en avait deux différents que tu pouvais utiliser. Un qui servait à te tenir, en fait, quand tu es accroupi, tu mettais le bâton au sol pour te tenir et pas être déséquilibré pendant En que vrai, tu fais c'est caca. malin, hein, parce que Hiromatsu, à son âge, miskin, tu t'accroupis, c'est long, quoi. Et le deuxième, au niveau de ton cul, pour t'essuyer, avec un bâton en bois. Donc, les baguettes en bois servaient à te laver le cul. Je ne sais pas Il n'y comment. avait pas une éponge ou un truc Non, posé. c'était- D'accord. Et donc ils mettaient même pas des algues dessus. Le papier hygiénique qui sera inventé plus tard et on appelle ça le washi, le papier traditionnel japonais qui est fait à partir d'algues. Hein. Oui, le washi c'est à partir d'algues. Mais avant ça, c'était avec un bâton, genre une baguette en bois que tu. Enfin, je sais pas comment, tu vois, j'ai pas Ça cherché. me semble perfectible, mais Mais- peut-être que grâce à un régime alimentaire équilibré et basé beaucoup sur du riz, Ouais. on est sur des perfects. Et on sait donc, pas. effectivement, l'une de ces chugis servait donc à s'appuyer pour mieux évacuer. Ils disent, mais voilà, je vais montrer mais vous la verrez pas. Je vais montrer à Mimi une photo et vous pourrez avoir En vrai, ça. s'il y a un schéma de comment on fait, tu vois, ça m'intéresse. Bah, quoi. c'est justement ça. Donc là, c'est un shugi, tu vois, de l'époque, et les gens, ils utilisaient le shugi Ah pour oui, mais se- d'accord, ça a l'air d'être quand même un peu une forme de cuillère en bois. Regarde. C'est pas genre juste. C'est Ah oui, ça. non, bah si. C'est vraiment. Ok, c'est une plus. En fait, baguette. c'est pas fin, c'est plus genre une petite lamelle de bois. Mais Donc, c'est quand même ouais, bon, compliqué de s'essuyer ouais. les fesses avec ça, quoi. je suis d'accord. Donc les gens utilisaient donc cette shugi pour s'essuyer les fesses et après évidemment grâce au papier traditionnel japonais qu'on appelle le washi ils ont pu faire du papier hygiénique et finalement à leur tour ne plus avoir le cul sale. Voilà, et après plus tard durant l'ère Edo on a commencé à perfectionner un peu ce système qui donc à la base était un trou au-dessus duquel les gens s'accroupissaient, mais peu à peu on a commencé à faire des cuvettes en porcelaine à l'ère Edo notamment. Dès qu'on a commencé à taffer un peu les tasses on s'est dit vas-y tu sais quoi on va faire des chiottes aussi. Voilà, cuvette en porcelaine blanche à motif bleu fixée dans un coffrage de boisson avec face à elle un fenestron au niveau du sol pour les plus bourgeois. Voilà. Oh. Donc voilà comment on fait pipi ou caca au Japon. Mais Et du coup, est-ce que c'est une pièce de la maison? En fait, genre dans le château. En fait, c'est ça qui m'intrigue, Non, c'est non, dans le enfin, château genre- d'Ishido, par exemple. Bah, tu veux aller chier, tu vas où? Alors la pièce Est-ce que du tu coup- vas dehors? la pièce est faite au-dessus d'un ruisseau de Ouais. préférence, ou alors comme ils ont construit ce système d'irrigation et les égouts de Taiko à Osaka, en l'occurrence dans le château de Osaka, tu vas chier dans une pièce dédiée. Ok. Et tu Mais parce qu'il y a des cultures où tu sais c'était une pièce dédiée mais commune. Genre les latrines de l'Antiquité romaine où c'était juste à côté de ton pote, tu discutes, tu parles de politique et tout pendant que tu fais ton affaire. Quoi. avec ton petit bâton de cul là. Eux ils avaient des éponges aussi. Qu'est-ce que tu penses de Macron L'équivalent du PMU quoi. Ça doit être ça de regarder Pascal Pro. Et donc moi je trouve ça très rigolo d'imaginer parce que donc à l'ère Edo, je pense que là dans Shogun ils sont plus au Chugi, ils ont peut-être découvert déjà le washi et ils commencent à s'essuyer avec soit des algues soit du papier. Mais il y a quand même une partie de moi qui ne peut pas s'empêcher d'imaginer Blackthorn avec son petit bâton en bois en train de se laver le cul. J'avoue. Et ouais, C'est cocasse. c'est cocasse pour Cosmo Jarvis quoi. Donc voilà comment on faisait pipi ou caca au Japon féodal. Et après on a découvert les toilettes comme on les connaît aujourd'hui. D'ailleurs les WC traditionnels japonais qu'on connaît aujourd'hui s'appellent les washik. Je ne savais pas mais maintenant je le sais. As-tu pu te renseigner sur les menstrues? Non, je me suis. Attends, mais je vais me renseigner en direct live. Non, mais au pire on le fait. C'est déjà un long Non, épisode. c'est vrai, on c'est le vrai, fera c'est vrai, c'est à vrai. l'épisode prochain. Si t'as pas le temps, je le ferai. Un petit point. Comment faisaient les personnes menstruées pour absorber Eh ben, je leur pourrais- menstruation? J'imagine que c'est des linges lavables, mais comme je sais même pas ce qu'elles ont en termes de sous-vêtements, genre comment Bah, tu ouais. fais tenir? Est-ce que c'est un système de pagne que tu noues? Est-ce Je que sais voilà, pas. ça m'intéresse toujours. Mais bah, je vais. Et dans tous les bouquins historiques, bizarrement, on oublie souvent de parler des ragnoutes parce que ça n'intéresse personne, les femmes. Je pense qu'il y aura un gros segment dans l'épisode final qu'on va sur Twitch où on va rétablir un certain nombre de vérités historiques. Et Voilà. s'il faut qu'on fasse des recherches en direct, on les fera. Ce sera Oui, bien sûr évidemment. chaotique. C'est le 24 avril au soir sur ma chaîne Twitch. Soyez là. C'est la fin Bah ouais. de ce débrief de Shogun Bah épisode ouais. 9. Plus qu'un. Ouin. On vous fera un débrief XXL du coup en live sur Twitch la semaine prochaine. Je pense qu'il durera bien 2h30, 3h. Surtout qu'on va être 3.
Après ça, il y a d'autres séries super chouettes dont on va vous parler. Je vais bientôt venir vous causer de Fallout, dispo sur Prime Video. Très bientôt, on a aussi House of the Dragon, bien sûr, qui revient le 17 juin. The Boys. On a The Boys et The Bear qui reprennent aussi en juin. Enfin voilà, we are cooking. Il se passe des choses dans le monde des séries télé. Mais je suis très contente d'avoir vécu cette aventure Shogun avec toi et qu'elle ne soit pas encore terminée. Elle est pas finie, attends, tu me mets dehors là comme si. Mais non, jusqu'à tu me la mets dehors prochaine fin fois. de soirée à 4h du mat, t'allumes les lumières en mode barrez-vous. On se retrouve dans 2-3 bâtons dansants. Oui. Nodus, et on peut te retrouver sur internet. Tout à fait, sur internet, @Nodus. Le lien est dans la description. Merci beaucoup. Merci, et merci d'avoir été là, Nodus. Au revoir.